Bonjour. Alors, c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve cet après-midi dans notre programme éducatif, oui, les webinaires éducatifs sur l'épilepsie de la Ligue internationale de lutte contre l'épilepsie dans la section East Mediterranean Region. Comme vous le savez, la région méditerranéenne ouest, elle comprend les pays de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire du Maroc jusqu'à le Pakistan et Afghanistan. Donc aujourd'hui, nous avons une séance qui sera dédiée, qui est dédiée pour l'enfant, l'épilepsie de l'enfant, et nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous le professeur Mathieu Mille, qui est professeur en neurologie pédiatrique, travaille au service de neurologie pédiatrique à l'hôpital Timom à Marseille, à l'université, et à l'unité INSERM, Marseille Médical Génétique, à la faculté de médecine d'Aix-Marseille. Mathieu Milh est un grand spécialiste et leader des encéphalopathies épileptiques, aussi bien sur le plan de la description et de phénotypage électroclinique, mais aussi de l'étude génétique avec dans le laboratoire de Marseille Médical Génétique avec le professeur Laurent Viard. Ils sont partenaires dans le projet CID, qui est un projet H2020 qui est financé par la Commission européenne entre le service d'Aix-Marseille, le service d'Anvers et notre service sur le diagnostic clinique et génétique des encéphalopathies épileptiques. Il a plusieurs publications sur l'étude aussi bien clinique que génétique des encéphalopathies épileptiques. Donc, ceci pour vous dire qu'il est le mieux placé aujourd'hui pour nous parler d'un sujet aussi important pour nous, les neurologues de l'enfant, les neurologues pédiatres aussi les pédiatres, et aussi complexe. Donc, à vous la parole, professeur Mathieu Mille. Merci beaucoup, professeur Tricky, pour cette introduction euh, très sympa. Voilà, bonjour à tous. Ça fait un petit peu drôle de ces conditions de cours parce qu'on parle à un écran. Je vais commencer tout de suite mon cours, partager l'écran. Je voulais vous dire, voilà, en préambule, que effectivement, j'ai l'honneur d'appartenir au projet CID qui nous permet de collaborer, l'équipe de Sarah Vécuizen à Anvers, l'équipe du professeur Tricky à Sfax et nous à Marseille. Et dans ce cadre, on a déjà beaucoup collaboré à la fois pour la recherche et l'enseignement. Alors là, je vais parler des encéphalopathies épileptiques d'une manière un peu plus générale et voilà, je vous invite à ne pas hésiter à m'interrompre si vous avez des questions. Juste avant de commencer, je voudrais simplement dire que je vais montrer quelques vidéos, que j'ai l'accord des familles pour montrer ces vidéos dans le cadre d'un enseignement, mais pas pour les utiliser et les transmettre pour qu'elles soient téléchargeables. Donc, je compte sur vous pour pas télécharger l'écran. Et puis ensuite, ce cours sera disponible sur le site et vous pourrez les voir plus tard. Alors, on y va. Je partage mon écran. Alors, on y va. Donc, on va parler des encéphalopathies épileptiques et puis vous allez le voir un peu de l'intérêt de ce concept qui est, comme vous le savez, très discuté. Alors, en guise d'introduction, pourquoi ce concept ou cette définition d'encéphalopathie épileptique, elle reste, malgré le fait qu'elle est discutée, que son périmètre est très discuté, elle reste utile pour la pratique des neuropédiatres que nous sommes et des épileptologues pédiatres. Parce que ce concept, il permet d'inclure le fait que tout enfant épileptique doit bénéficier d'une étude approfondie de son développement, de son profil développemental,
hein, et de ses capacités et éventuellement de son pronostic développemental. C'est quelque chose de très important. On ne peut pas, quand on est pédiatre, ne parler que des crises aux enfants épileptiques que l'on suit, hein, et la plupart d'entre nous, on sait bien que finalement, les consultations, si on devait parler des crises, seraient pas très longues et ce qui pose surtout problème à ces enfants, c'est plutôt enfin, en tout cas, c'est souvent le reste. Et puis, garder en tête ce concept, ça permet d'anticiper et ça permet d'avoir en tête, le fait que l'épilepsie chez l'enfant, elle a elle est différente en plein de choses de l'épilepsie de l'adulte, mais en particulier parce que, on le verra, hein, l'épilepsie de l'enfant, elle a un effet propre, elle a un effet encéphalopathique, elle a un effet développemental qui, heu, qui fait que, les enfants épileptiques sont des enfants à risque d'avoir un trouble du développement. Alors évidemment pas tous, on le verra, mais en tout cas une proportion importante. Puis on verra quelques limites du concept et en particulier le fait que c'est un concept assez imprécis, que parfois on confond, quand on parle d'encéphalopathie épileptique, on confond des conséquences d'une maladie et des comorbidités et c'est quelque chose de différent, on le verra tout à l'heure. Et puis, c'est un concept qui peut être limité parce que quelquefois son importance peut être surestimée et c'est vrai que surestimer le caractère encéphalopathique de l'épilepsie, surestimer le caractère délétère des crises et des anomalies intercritiques, ça peut amener à faire des erreurs, hein. On en a tous connu, hein, des erreurs qui sont en fait comme on dit, on traite le G et dans beaucoup de cas, hein, traiter les pointes, ça n'améliore absolument pas l'enfant et même ça peut l'aggraver. Et puis ce concept, il peut être un petit peu caricaturé, hein, ça veut dire que quelquefois, il est en voulant être trop simple, en voulant simplifier les choses, on devient caricatural et on fait comme si, chaque crise avait, une conséquence propre et mesurable sur le devenir de l'enfant, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà, alors si vous avez je vais d'emblée mettre la diapositive, hein. Si vous avez en consultation un enfant et que, vous percevez chez lui des difficultés, quelles qu'elles soient, qui vous font dire que cet enfant, il a un trouble du neurodéveloppement, alors soit, un trouble du neurodéveloppement global, un trouble du développement de l'intelligence, comme on dit, soit même un trouble spécifique, un trouble, de la compréhension du langage oral ou un trouble, déficitaire de l'attention. Chez cet enfant qui est épileptique, en fait, il y a 2 façons de voir les choses, hein. Soit en fait et c'est finalement, c'est la courbe rouge, c'est finalement pas le plus fréquent, hein. C'est un enfant qui avait un développement complètement normal et puis quand on fait le diagnostic d'épilepsie, donc là je mets début de l'épilepsie parce qu'il y a des crises qui arrivent, on observe une franche régression des acquisitions. Donc soit une régression qui aboutit jusqu'à un trouble cognitif, global, soit une régression qui porte sur, donc l'apparition de troubles spécifiques. Donc dans ce cas effectivement, on peut, on peut impliquer, les crises, éventuellement les anomalies intercritiques dans cette régression. C'est peut-être ce qui reste comme étant vraiment, la pure encéphalopathie épileptique et on en connaît quelques exemples, hein, mais aussi on connaît des contre-exemples et ce qu'on voit le plus souvent en fait quand on est pédiatre, hein, c'est des courbes vertes. C'est-à-dire que c'est des enfants qui, heu, avaient des symptômes avant le début de l'épilepsie en tant que diagnostic, mais en fait, cette épilepsie, souvent, lorsqu'elle est génétique, et ben, peut-être qu'on pourrait dire qu'elle était présente avant, mais elle ne faisait pas parler d'elle. Et donc, il y avait des symptômes présents. Et puis, à l'occasion de l'épilepsie, ces symptômes sont évalués. Peut-être que certains sont majorés. Et du coup, on ne va pas dire que l'épilepsie améliore beaucoup les choses, mais en fait, hein, on n'est pas devant une encéphalopathie épileptique. On est devant une épilepsie qui révèle des difficultés qui étaient antérieures, soit des difficultés globales, et donc une épilepsie à l'occasion de laquelle on fait un diagnostic de trouble du neurodéveloppement ou trouble du développement de l'intelligence, par exemple, ou alors des difficultés plus spécifiques. Et donc, à l'occasion de cette épilepsie, on fait le diagnostic de troubles déficitaires de l'attention ou de troubles de compréhension du langage oral. Et c'est important d'avoir en tête ces deux possibilités parce que vous imaginez bien que le pronostic et que la prise en charge vont être différentes. Quand on est en face de la courbe rouge, on a tout,
le droit de penser que si on arrive à bien traiter ce qui fait chuter l'enfant, c'est-à-dire les crises, quelquefois les anomalies intercritiques, on peut peut-être récupérer une courbe de développement dans la norme. Alors que pour ce qui est de la courbe verte, hein, on est devant un trouble du neurodéveloppement avec une épilepsie qui arrive. On va certainement gagner un peu en traitant bien correctement ce patient. Mais c'est un patient qui n'est pas sur une trajectoire normale. Et donc, on n'aura pas les mêmes objectifs en termes de neurodéveloppement. Et vraiment, c'est quelque chose qui là paraît évidemment, hein, pour le cours, j'ai fait 2 courbes qui sont très différentes, hein, mais c'est pas toujours le cas. Et il y a des enfants qui, n'ont pas beaucoup de symptômes, avant le début de l'épilepsie qui doit faire évoquer un problème de développement, hein, et ils ont des signes, on va dire aspécifiques. Et pourtant, ces enfants, ils ont probablement déjà un retard de développement qui est bien présent et qui fait que, et qui va devenir plus évident avec le temps, hein, et qui fait que les objectifs doivent être très différents. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait tous savoir en tête quand on voit un enfant, hein. Est-ce qu'on est dans la courbe rouge ou apparentée? Ou est-ce qu'on est plus dans une courbe verte et on va s'occuper tout autant de cet enfant, mais en tout cas, on n'aura pas, comme objectif de corriger complètement l'ensemble de ces difficultés. Alors comment on peut, arriver à réfléchir sur ces 2 courbes et comment on est arrivé là? Bah, c'est beaucoup grâce aux travaux d'Anne Berg, hein, qui a suivi en prospectif des quantités importantes d'enfants épileptiques, plus de 10 ans maintenant, encore plus, hein, et qui a montré que, bah, l'épilepsie, c'est quand même l'épilepsie de l'enfant, ça n'est pas une maladie bénigne. En tout cas, c'est vraiment pas toujours le cas. Quand on suit des enfants épileptiques, quelle que soit la cause de leur épilepsie, bah, on voit que dans à peu près 25 des cas, on est dans le champ de la déficience intellectuelle. Dans 40 des cas, on est dans le champ des troubles du neurodéveloppement. Alors, ça veut dire qu'on est soit dans un niveau intellectuel borderline, soit dans des troubles du spectre de l'autisme, soit dans des troubles de la communication, soit dans des troubles spécifiques, mais disons qui sont suffisamment importants pour en faire un diagnostic précis. Et puis, alors ça, je pense que toutes les équipes du monde observent ça, hein. La majorité des enfants épileptiques que l'on suit, ont des difficultés scolaires qui peuvent, aboutir à, des prescriptions, de rééducation en orthophonie, en psychomotricité, qui peuvent aboutir à, des prescriptions d'adaptation de la scolarité, de tiers-temps, de prescriptions d'aide à la scolarité, d'AVS, hein, d'auxiliaires de vie scolaire. Voilà, donc c'est ça le paysage, hein, du neuropédiatre, hein. C'est que il a, quand il suit beaucoup d'enfants, il parle très souvent de difficultés scolaires. Alors évidemment, hein, quels sont les facteurs de risque indépendants d'avoir des difficultés et en particulier une déficience intellectuelle? Alors évidemment, la cause joue un rôle majeur et quand on a une épilepsie qui est liée à une pachygyrie bilatérale étendue, bon, le poids de l'épilepsie, il est très modeste par rapport au poids de la cause et de la malformation. Donc la cause est un facteur de risque qu'il est important d'avoir en tête. Le traitement est un facteur de risque indépendant, hein, ça veut dire que, si on fait des statistiques compliquées, hein, le traitement antiépileptique en lui-même est associé à, des difficultés cognitives. Et puis, ce qu'a montré Anne Berg et qui est très important, hein, c'est que, heu, l'âge de début de l'épilepsie, ça veut dire l'âge auquel on fait le diagnostic d'épilepsie, l'âge auquel commencent les crises, est un facteur de risque indépendant d'avoir des troubles cognitifs, un trouble du neurodéveloppement ou une déficience intellectuelle. Et c'est sur cette notion d'âge de début qu'on a proposé et qu'on a proposé, enfin qu'on a observé que l'épilepsie chez l'enfant avait une action encéphalopathique dans le sens où elle était associée, d'autant plus qu'elle survient précocement, à une inflexion de la courbe du neurodéveloppement. Voilà. Donc ce n'est pas une maladie dégénérative, c'est une maladie qui, avec le temps, finit par avoir des conséquences et à infléchir la courbe du neurodéveloppement. Et ça, c'est vraiment spécifique de l'épilepsie de l'enfant. Mais en revanche, ce n'est pas spécifique d'une épilepsie donnée, hein, c'est spécifique de l'épilepsie de l'enfant. Alors Anne-Berg, elle a très bien montré, hein, c'est clairement, il y a un cut-off à 5 ans, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout le même pronostic qu'une épilepsie qui débute avant
et après 5 ans. Et plus elle débute tôt, et plus on aura cette action encéphalopathique, cet effet développemental de l'épilepsie, et plus on s'éloigne et qu'on dépasse 5 ans, et moins on a cette action. On a des actions plus cognitives, un peu comme celles qu'on mesure chez l'adulte, hein. L'épilepsie, ça fatigue, ça donne des difficultés, mais ce ne sont pas des difficultés qui s'inscrivent dans une dynamique développementale différente. Alors, quels sont les mécanismes possibles de ce qu'on observe et qui est si préoccupant pour ces jeunes enfants? Alors, c'est là qu'on va parler de vif du sujet, hein. Quel est l'impact des crises euh, disons, quel est l'impact des crises dans l'inflexion de cette courbe développementale? Quel est l'impact des anomalies intercritiques, en particulier des pointes? Et puis, quel est l'impact de la cause de l'épilepsie? Et puis, est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'explication de en quoi la cause peut être plus ou moins délétère et peut être plus ou moins, disons, embêtante, hein, en termes de pronostic final. Voilà, donc c'est de ça qu'on va parler à partir de maintenant. Alors l'impact des crises, ça c'est quelque chose qu'on a tous en tête, hein. On se dit tous que un enfant épileptique va quand même mieux quand il est épileptique avec une épilepsie contrôlée, donc épileptique sans crise, versus épileptique avec plein de crises, hein. On l'observe ne serait-ce que dans son quotidien, dans sa qualité de vie, dans ses capacités à être éduqué, dans aussi son éveil, dans sa capacité à être attentif. Mais si on se place un petit peu à moyen terme, quel est l'impact de la fréquence des crises sur le devenir de l'enfant? Est-ce que on peut dire que les crises ont des conséquences qu'on mesure? Est-ce que chaque crise est responsable à un petit pourcentage de séquelles à long terme? Alors, il y aurait plein d'exemples à vous donner, hein. On pourrait passer l'après-midi à parler de ça. Et là, je voulais vous montrer un article qui est intéressant parce que c'est un article récent. Et puis, c'est un article qui s'intéresse à cette question via la chirurgie, en disant, bah voilà, on va mesurer l'impact de la guérison, hein. On va guérir les enfants et puis on va voir si la guérison est associée et quand la guérison est associée à une vraie récupération. Alors, cet article, qu'est-ce qu'il montre? Bah, il montre que plus que tout, en tout cas de manière importante, le niveau de développement avant la chirurgie est quelque chose qui compte pour établir un pronostic, hein. Un enfant qui a un développement normal avant la chirurgie, on peut être plus optimiste sur son développement post-chirurgical. Un enfant qui a un développement anormal avant la chirurgie, ben on est plus inquiet sur son développement post-chirurgical. Ça veut bien dire que cette courbe développementale, hein, elle est difficile à infléchir vers le haut. Les rattrapages sont difficiles. Et puis, il y a deux autres informations qui sont majeures. C'est que si on s'intéresse à hein, à la charge de la maladie, la durée de l'épilepsie avant la chirurgie est un facteur qui est statistiquement inversement associé à un bon pronostic. Plus l'épilepsie évolue depuis longtemps quand l'enfant est opéré, et moins bon est le pronostic, en tout cas moins élevé, et la chance d'avoir un enfant qui a un développement dans la norme. Ça, c'est vraiment une notion importante. C'est comme si, en fait, hein, la charge de l'épilepsie évaluée de manière un petit peu complexe, c'est pas simplement un nombre de crises, hein, c'est une durée de la maladie et donc certainement un âge de début, hein, c'est quelque chose d'important. Alors que la fréquence des crises, ce n'est pas quelque chose qui ressort de manière significative. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas impliqué, parce que c'est des études qui sont compliquées, hein. Il y a quand même 45 enfants, hein. Ça veut dire que c'est certainement pas simplement réduit à un nombre de crises avant la chirurgie qui, vous voyez, qui donnerait des séquelles. On peut faire plein de crises avant la chirurgie, mais si on avait un développement normal et si on n'a pas fait plein de crises pendant trop longtemps, eh ben, on peut récupérer un développement correct en post-chirurgical, à condition, et là je ne l'ai pas dit, évidemment, à condition d'être guéri, hein. Et donc, vous voyez, ça place un peu
Encore une fois, on pourrait parler, il y a plein d'études hein, qui s'intéressent à rôle des crises dans le développement, etc. Mais cette étude, elle est assez en ligne avec beaucoup d'études d'Anberg qui montrent que c'est pas tellement la fréquence des crises qui compte, c'est pas tellement le nombre de crises, c'est la maladie, hein, c'est la maladie, c'est-à-dire âge de début, durée de l'épilepsie, hein, et d'autres facteurs comme, la cause. Alors là, évidemment, on écrase un peu la cause puisque c'est des enfants qui sont tous opérés, donc on en est cause structurale. Voilà, donc je pense que c'est les crises jouent un rôle important dans le quotidien des enfants, mais peut-être que ce rôle, il n'est pas aussi important que ça dans l'avenir des enfants et si on arrive à les guérir et si on arrive à les contrôler assez vite, et ben, même s'il y a eu une période où il y a eu beaucoup de crises, c'est pas pour autant que c'est fichu. Alors un exemple, petit garçon qui est vu à 15 jours de vie, vous voyez qu'il a un intervalle libre de quelques jours et puis il débute une épilepsie avec, des spasmes et des crises hémicloniques gauches prolongées. Il a un examen neurologique qui est très inquiétant. Là, ce petit bébé là maintenant, il a, presque 3 mois. On l'enregistre, on pose le G et on a toujours ça, hein. C'est en continu, un enfant qui fait des spasmes. Alors peut-être vous avez noté que les spasmes sont assez asymétriques. C'est un enfant qui n'a pas de contact oculaire, hein, qui a pas de préhension possible, qui a pas, un tonus normal, qui a des troubles de l'alimentation, hein, qui va vraiment, vraiment pas bien. Donc bon, vous connaissez tous, vous êtes tous parfaitement familiers avec ces spasmes. Alors c'est vrai que, hein, on voit bien quand même que ces spasmes, ils sont assez franchement asymétriques. Donc des spasmes asymétriques, à cet âge-là, on va quand même aller bien garder le G et puis surtout voir à l'IRM s'il n'y a pas, une lésion. Je vais passer la vidéo. Donc ce petit bébé, voilà son EEG initial. Alors je vous ai malheureusement les dérivations ne sont pas sorties, mais vous avez 4 dérivations, bipolaires à droite en haut, puis ensuite 4 dérivations à gauche, puis ensuite c'est un montage transverse, au niveau des régions centrales, hein. Donc T4, C4, C4, C3 et C3, T3. Et puis en bas, c'est le vertex. Donc vous voyez que alors peut-être, il y a des spécialistes parmi vous qui vont me dire que, il y a c'est peut-être un petit peu plus pointu à droite qu'à gauche. Enfin, en tout cas, on ne peut pas dire que ce tracé, il soit rassurant, hein, ça c'est sûr. On peut même dire qu'il est très inquiétant. On ne peut pas dire que là-dessus, on est absolument certain qu'il y a une lésion focale. Et je vous ai montré parce que c'est vraiment classique sur les EEG de nouveau-nés, même avec une lésion, il ne faut pas se faire avoir. Et donc ces enfants, ils ont tous une IRM. Et donc ce petit patient, en fait, il a une IRM qui montre, vous voyez ici, hein, un lobe, un hémisphère droit qui est très abîmé, complètement dédifférencié, surtout en postérieur, mais également un petit peu en avant, hein, et qui est responsable de cette épilepsie. Alors que l'hémisphère gauche semble tout à fait normal. Et donc le diagnostic de ce patient, c'est une hémimégalencéphalie. Donc c'est une hémimégalencéphalie chez un enfant qui a 5 mois, hein, qui n'a pas été encore opéré et qui est en état de mal, hein, épileptique. Alors on est quand même aidé, hein, parce que vous voyez le G comme il se focalise sur la droite avec le temps, avec des spindles qui témoignent du fait que l'hémisphère gauche, s'il n'est pas normal en termes de G, est quand même beaucoup moins malade. Alors, c'est un enfant qui n'a pas de développement quand on le suit, hein, qu'on essaye de le faire grossir pour l'opérer le plus tôt possible, mais on ne peut pas non plus l'opérer, à 15 jours de vie et donc on fait des essais de traitement très nombreux et il est vraiment très inquiétant et en fait, on va lui proposer un traitement chirurgical, hein, qui consiste en une hémisphérotomie, donc une déconnexion de l'hémisphère malade. On respecte, évidemment les noyaux gris centraux, on coupe les capsules, le corps calleux dans tout son ensemble. C'est une technique qui a été développée par Olivier Delalande, hein, qui travaille à la Fondation Rothschild et qui est, pratiquée, à Marseille par le professeur Scavarda. Et ce patient, on a envoyé l'IRM post-op, alors c'est toujours un peu impressionnant, hein. C'est sûr qu'on a dû faire une cheminée pour aller couper, le corps calleux, hein, et puis on a déconnecté, l'ensemble, des noyaux gris centraux, enfin en tout cas l'ensemble du cortex. On va dire que les noyaux gris centraux, les 2 thalamies restent bien sûr, connectés au patient. Alors c'est un patient, si on lui fait un EEG, on aura toujours autant de pointes, mais en fait elles auront plus de conséquences et
c'est pour moi un peu, hein, la caricature de l'encéphalopathie épileptique parce que ce patient, on l'a guéri et le fait de l'avoir guéri, hein, on a entraîné une deuxième naissance. Le lendemain de l'intervention, il a, eu pour la première fois un petit contact et il s'est mis à progresser à tel point que, lors de la dernière évaluation, donc à un peu plus de 6 ans, bon, c'est un enfant qui certes est hémiplégique, heu, évidemment, hein, hémiplégique droite, hein, j'aurais dû, enfin il a, évidemment une hémiplégie, contralatérale à son hémisphère malade. Alors l'hémisphère malade, c'est l'hémisphère droit, donc oui, il est hémiplégique gauche, mais vous voyez à quel point il s'est développé, hein. Le fait de ne pas être épileptique, le fait de ne pas faire de crise, le fait de plus avoir d'anomalies intercritiques qui sont bombardées sur l'hémisphère sain, et ben, c'est bon pour l'hémisphère, hein, puisqu'il a un QI verbal qui est dans la norme, avec évidemment, un QI performance qui est plus bas parce qu'il est hémiplégique, donc il est plus lent. Et puis bon voilà, il a qu'un seul hémisphère, donc c'est un enfant, qui a besoin d'une aide à l'école, qui a des troubles discrets, dans ses relations interpersonnelles, hein, qui, est malade, hein, mais chez qui on a vraiment changé la vie. Donc pour moi, ce genre de situation, hein, c'est la caricature, qui démontre, si on voulait encore le démontrer, que, pour un hémisphère sain, être bombardé de crises, être bombardé d'anomalies intercritiques, ben c'est pas bon et que si vous protégez cet hémisphère, et ben, vous allez pouvoir débuter des progrès, hein, vous savez certainement que l'histoire naturelle des hémimégalencephalie non opérées, hein, c'est des enfants, qui décèdent dans un tableau d'état de mal réfractaire, grabataire et si on les opère un peu trop tard, bah, c'est terminé. L'hémisphère, qui était sain, est épileptique. Donc voilà pour appuyer le fait que, quand on met de la complexité dans les cours, c'est certainement pas pour dire que les crises, on s'en fiche et que, faire des crises d'épilepsie, ça n'a pas de conséquences. Alors, mais on met de la complexité parce qu'il y a pas que les crises quand on voit un enfant face à nous. Il y a aussi des anomalies intercritiques et souvent, dissocier les 2, c'est extrêmement difficile. Alors comment faire pour dissocier, pour, essayer de raisonner en disant: «Je vais essayer de raisonner sur des crises, sur des pointes, sans du tout en faisant abstraction complètement des traitements et puis de la cause et des crises». Bah, on peut s'aider de l'animal, hein. On peut, mettre au point un un modèle animal, soit en générant des pointes chez un animal qui n'est pas épileptique, soit en essayant de corréler la survenue des pointes avec des troubles cognitifs. Donc ça, c'est, l'équipe de Pierre-Pascal Leng-Santini qui était, chez Greg Holmes, et qui est maintenant à Marseille, hein, qui a étudié ce problème. Donc il a fait une tâche, de mémoire à court terme chez le rat, hein, de mémoire à la fois spatiale et qui nécessite un encodage. Donc il y a un apprentissage, il a besoin de faire un petit parcours, de d'abord toucher, une des 2 bornes qui lui permet d'avoir une petite récompense ici, hein, et puis ensuite il doit toucher l'autre pour pouvoir recommencer à zéro et avoir sa récompense. Et qu'est-ce que les chercheurs ont montré? C'est que si les pointes surviennent pendant la période d'encodage, c'est-à-dire pendant la période d'expérimentation en fait, eh bien, cette pointe va ralentir l'encodage. Si la pointe survient pendant la période de consolidation, hein, l'animal a appris ce qu'il fallait faire et puis, il doit le refaire pour, de nouveau avoir, la petite récompense. Là, la pointe n'a pas de conséquences. C'est-à-dire que les pointes, elles n'entraînent pas un oubli de ce qu'on a appris. Elles perturbent l'apprentissage. Hein. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Alors, il s'agit de pointes dans l'hippocampe, hein, il s'agit de pointes, qui sont des pointes, qui correspondent à un dysfonctionnement important, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut mesurer. Hein. Alors, évidemment, c'est difficile chez l'homme parce que, un enfant qui a du mal à encoder parce qu'il a eu une pointe au moment pile où il devait, bien apprendre, et ben, il suffit de lui répéter et puis avec un peu de chance, la pointe va pas retomber pile là, on lui répète, il finit par apprendre et puis, si la pointe, arrive par la suite, bah, il oubliera plus, hein. C'est
en fait, la pointe, elle entraîne pas une absence un oubli, elle entraîne une absence d'apprentissage. Donc c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que, bah, on peut quand même contourner les choses. Ce serait beaucoup plus embêtant si avoir des pointes dans l'hippocampe entraînait un oubli de ce qu'on avait appris. Hein, on dirait: «Bah, alors zut, là on a pour le coup, on a des séquelles, hein, de ces pointes». C'est un peu différent, hein, c'est des pointes, elles perturbent l'apprentissage. Peut-être qu'elles expliquent pourquoi certains apprentissages sont si difficiles chez les enfants. Alors, l'équipe d'Hélène Cross s'est aussi intéressée à cette question chez l'homme. Alors, évidemment, c'est toujours un petit peu plus indirect, hein, on ne va pas faire des expériences comme ça chez l'homme, ce n'est pas des animaux de laboratoire. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé chez des patients qui se ressemblent, hein, qui ont une épilepsie focale, lésionnelle, structurale, on va dire, qui sont pharmacorésistants et qui sont présentés en stade préchirurgical. Bah, elle a regardé, c'est des patients, disons en essayant de s'affranchir, de, la cause, c'est-à-dire en les classant par des causes identiques, en s'affranchissant de la durée de l'épilepsie, des traitements, hein. Elle a regardé si, à tout, paramètres équivalents, hein, la fréquence des pointes était associée à, des risques plus importants d'avoir des scores de QI qui sont plus faibles. Et effectivement, hein, elle a montré que tout paramètre, identique par ailleurs, hein, les enfants qui avaient des pointes plus fréquentes étaient plus souvent ceux qui avaient, des QI, faibles et qui se trouvaient disons en dessous de la normale. Voilà. Et donc c'est pareil, c'est disons, certainement pas une démonstration, mais c'est une forme de corrélation, hein, qui veut dire que, il est possible que ces pointes, elles aient un rôle délétère, indépendamment des crises, puisque ces enfants avaient le même nombre de crises, des traitements, de l'âge de début d'épilepsie et de tous les autres paramètres qu'on peut étudier. Alors la grande question, hein, c'est est-ce que si on disposait de traitements pour améliorer ou pour diminuer la fréquence des pointes, on pourrait sortir ces enfants et on pourrait de leur QI bas et on pourrait les améliorer? Ça, on n'a pas la réponse. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les antiépileptiques, chez ces enfants-là, n'ont pas changé les choses. Voilà, donc voilà pour les crises, voilà pour ce qu'on peut dire pour les pointes. Je pourrais répondre à vos questions si vous le souhaitez. Hein. Évidemment, le cas un peu caricatural du rôle des pointes dans le trouble du développement, c'est les syndromes de Pox. Mais alors là, je ne me suis pas lancé là-dedans pour ce cours qui est censé durer 1 heure. Je pense qu'il faudrait un cours entier sur les Pox. C'est tellement la littérature est complexe et tellement on peut être délétère en pensant que tout enfant qui a beaucoup de points dans le sommeil doit nécessiter un traitement spécifique de ces pointes. C'est pour ça que je me suis gardé d'en parler, que je pourrais répondre à vos questions et que si vous le souhaitez, on pourra peut-être faire un cours dédié à ça. Alors, la 3e élément dont je voulais parler, c'est l'impact de la cause, hein, sur ce dysfonctionnement cérébral de certains patients épileptiques. Alors, pourquoi on sait que la cause joue forcément un rôle important et que quand on parle d'épilepsie, on doit toujours avoir en tête que l'épilepsie, c'est une maladie chronique qui va bien au-delà des crises, bien au-delà des anomalies intercritiques. Cette étude qui commence à être assez, classique et assez ancienne, 2010, hein, bah, elle le démontre. C'est qu'elle a regardé les scores neuropsychologiques de patients avant même qu'ils soient épileptiques, c'est-à-dire dès la première crise, avant même qu'on puisse parler de succession récurrente et non, déterminée, hein, non triguée de crise d'épilepsie. Et qu'est-ce qu'ils ont montré ces auteurs? C'est que ces patients, en fait, ils avaient une signature neurocognitive du fait qu'ils étaient épileptiques. C'est des patients qui globalement, hein, et c'est vrai dans plusieurs syndromes épileptiques, ont un profil, à peu près normal dans tout ce qui est verbal et c'est pour faire un petit peu rapidement, hein, ont des troubles de la mémoire immédiate, ont une lenteur graphomotrice et des difficultés attentionnelles. Et heu, on ne peut pas dire que c'est à cause des crises, on ne peut pas dire que c'est à cause des anomalies intercritiques, puisque c'est des enfants, ils sont même pas encore épileptiques, hein. Ils ont fait une crise et on est en train de faire leur bilan de leur épilepsie. Ils n'ont pas d'anomalie intercritique, ils n'ont pas de choses comme ça. Voilà, donc ça c'est le témoin qu'en fait,
la plupart du temps, hein, on fait le diagnostic d'épilepsie à 2 ans chez un enfant qui fait sa première crise, mais on devrait avoir en tête, hein, que sauf si, cette épilepsie fait suite à un traumatisme crânien, qui a précédé de 2 semaines et dans ce cas, peut-être on est encore dans l'occasionnel qui va se transformer en épilepsie. Si on n'a pas de cause évidente à cette épilepsie, il faut considérer qu'elle a débuté dès le début de la construction du cerveau et que bon, au bout d'un moment, on voit les crises apparaître, mais qu'il y a ces il y a des symptômes qui n'ont alerté personne, mais qui témoignaient d'un trouble du neurodéveloppement, enfin, en tout cas du fait que le cerveau était différent avant même la survenue des crises. Et puis, si on s'intéresse à la cause et qu'on veut essayer d'expliquer pourquoi ces enfants, ils ont éventuellement, alors au mieux, hein, une efficience normale avec des particularités, et puis au pire, un trouble du neurodéveloppement évident, ben, certaines causes peuvent nous donner peut-être des clés de réflexion. Et donc, je voulais prendre comme exemple les épilepsies IM induites, donc les épilepsies liées à des canalopathies. Alors, j'aurais pu prendre le syndrome de Dravet, hein, mais j'ai pris une épilepsie qu'on connaît bien à Marseille, qui est l'épilepsie liée aux mutations de KCNQ2, parce que ça fait partie des épilepsies pour lesquelles on se pose la question, hein, du rôle de ces crises, du rôle des anomalies intercritiques et du rôle de la cause dans la survenue d'un trouble du neurodéveloppement. Alors, qu'est-ce que c'est le courant IM? Alors, le courant IM, c'est un courant potassium. Le potassium, vous savez qu'il est très présent dans les neurones et très rare à l'extérieur des neurones. Donc, si vous ouvrez un canal qui est perméable au potassium, ben, vous allez avoir une sortie de potassium et donc une hyperpolarisation des neurones. Et ce courant IM, il est responsable de cette hyperpolarisation une fois, et c'est un courant voltage dépendant. Donc, typiquement, si vous dépolarisez un neurone, vous aurez des potentiels d'action. Puis le courant IM qui s'ouvre va faire que le neurone va s'hyperpolariser et que du coup, vous aurez une forme de protection et qu'après quelques potentiels d'action, le neurone va se taire. Il va être silencieux. Si vous bloquez IM ou si vous avez une mutation qui entraîne un dysfonctionnement de IM, ben vous aurez des neurones qui ne s'adaptent plus. C'est-à-dire que tant qu'ils sont dépolarisés, ils émettent des spikes. Donc on voit bien que, hein, c'est un peu évident que si on a un IM qui ne fonctionne pas bien, on a une hyperexcitabilité de plusieurs dizaines de milliers de neurones et donc une hyperexcitabilité cérébrale. Alors ce courant IM, il est largement porté par un canal qui s'appelle KCNQ2, hein. C'est une composante quasiment obligatoire de IM, qui peut comporter aussi des sous-unités KCNQ3 et KCNQ5. Et KCNQ2, vous savez peut-être, hein, vous savez sûrement d'ailleurs, que c'est le premier canal, la première sous-unité qui a été responsable d'une épilepsie, hein. C'est Christian Bivert dans les années 90, un papier dans Science, hein, qui montre que KCNQ2 est muté dans les BFNS, dans les épilepsies bénignes du nourrisson familial. Et puis un petit peu plus tard, c'est Sarah Vécuizen, hein, qui montre que d'autres mutations de KCNQ2 sont associées à un phénotype beaucoup plus sévère, hein, une encéphalopathie épileptique néonatale. Alors, comment on peut avoir de telles différences? Ben, on va essayer de poser des hypothèses pendant ce cours. L'idée, c'est pas de parler que de KCNQ2, mais d'essayer d'avoir des concepts qui peuvent nous servir pour toutes les épilepsies. Donc, quelques mots de KCNQ2 pour ceux qui ne sont pas tout à fait familiers avec ces épilepsies. Donc, KCNQ2, c'est le gène le plus fréquemment associé aux épilepsies néonatales et en particulier aux épilepsies néonatales sévères. Donc, à Marseille, on a une cohorte d'encéphalopathie épileptique précoce, hein, avant 3 mois, 350, et puis dans ces patients, on en a 72 qu'on suit de manière prospective parce que c'est des patients qui habitent pas très loin de Marseille. Et si on leur fait la génétique à ces patients, ben, on voit que, vous voyez, il y a plein de gènes qui sont associés à une épilepsie néonatale sévère, mais que KCNQ2, c'est vraiment un gène important. C'est 10% de tous les gènes d'épilepsie précoce. Alors évidemment, dans ces patients, on a retiré les causes évidentes, hein, on a retiré les malformations, on a retiré les grandes lésions étendues, on a gardé que les causes suspectées génétiques, donc avec une IRM sans grosse malformation. Donc il y a d'autres gènes, hein, dont on pourra parler un petit peu si vous voulez, STXBP1 et CN8A, qui sont assez fréquemment retrouvés chez ces patients qui ont une épilepsie néonatale. Et si on s'intéresse à une forme d'épilepsie néonatale, hein, la forme la plus sévère d'épilepsie néonatale, le syndrome d'Ohtahara, avec un tracé, on va voir un exemple tout à l'heure, suppression burst, très anormal, des crises toniques, motrices, très mal tolérées,
Et ben, KCNQ2, c'est quasiment 50% de ces patients. C'est entre, disons, 30 et 50% selon les équipes. Donc, vous voyez que c'est vraiment pas un gène complètement sorti de nulle part pour expliquer ces épilepsies néonatales sévères. Alors, je vous montre ici ce que ça donne. Typiquement, ben, vous voyez, c'est des bébés qui sont souvent en néonate parce qu'ils font beaucoup de crises et qui, pardon, donc des bébés qui sont en néonat, qui vont pas bien et qui ont un tracé très anormal avec des bouffées d'activité aiguë entrecoupées de périodes de silence, hein. Donc chez un bébé à terme, avoir des périodes de silence comme ça, c'est toujours très inquiétant. De manière concomitante à ces bouffées, on peut avoir rien du tout ou alors on peut avoir des petites secousses, hein, mais alors bien malin est celui qui va me dire que les petites secousses qu'on observe, elles sont toujours d'origine, enfin, elles sont toujours en rapport avec les anomalies corticales et elles sont d'origine épileptique. Alors, ces patients, ils ont, et c'est très facile de les enregistrer, hein, parce que c'est sans arrêt, des crises. Alors, évidemment, on est en néonate, il y a toujours quelqu'un qui est mal placé, mais vous voyez, des crises toniques, asymétriques, qui sont très impressionnantes, qui sont souvent mal tolérées, qui entraînent une cyanose, qui sont longues et qui font que ces enfants, bah, ils sont en réa, ils sont intubés et ils sont inquiétants. Vous voyez cette crise ici qui se prolonge ici avec des mouvements comme ça. On ne sait pas trop si c'est des mouvements cloniques, en tout cas des mouvements rythmiques du chef sur un bébé qui reste très hypertonique. Voilà, donc c'est des crises qui sont longues, qui sont mal tolérées, qui s'accompagnent d'une dépression du tracé qui va durer plusieurs secondes et qui sont fréquentes. Et cerise sur le gâteau, ces crises, en fait, elles résistent très souvent au gardénal qui est donné en première intention chez la plupart des nouveau-nés qui convulsent en attendant de faire le bilan. Donc des bébés qui sont très inquiétants, avec une IRM qui peut être normale ou qui peut trouver de temps en temps des petites anomalies de signal, pas très spécifiques en fait. Des EEG qui sont soit de type suppression burst vrai, soit qui sont discontinus. Donc voilà ce que c'est, hein, le point de départ de ces patients. Alors, comment ils évoluent ces patients? Bah, ils évoluent de manière un peu plus variable. En termes d'épilepsie, vous voyez qu'il y en a un peu plus de la moitié qui vont entrer en rémission assez facilement, hein, avant la première année, mais quelquefois en quelques jours. 5 à 10 vont avoir un syndrome de West, mais c'est vraiment pas la majorité. Et puis quelques-uns vont garder une épilepsie plus ou moins active en fonction des périodes, hein, avec des périodes d'activité et puis des périodes plus calmes. Globalement, une épilepsie qui pose pas tellement de soucis. Alors que le développement, hein, chez les patients, en tout cas qu'on voit nous dans le tableau d'Ohtahara, des patients qui sont très mal en termes de développement, hein. Une déficience intellectuelle, donc nous, dans notre série de 40 patients, c'est 39 patients, hein, donc très souvent présente, heu, une marge qui n'est acquise que dans un quart des cas et puis des enfants qui, au mieux, disons, ont un tableau de déficience intellectuelle, trouble du spectre autistique marchand et au pire, ont un tableau d'absence totale, quasiment totale, de progrès et d'acquisition motrice, hein. Des enfants qui, restent grabataires, soit dans la série hypotonique, soit plutôt un petit peu spastique avec, un syndrome pyramidal qui s'installe. Donc voilà l'évolution de ces patients et bah, bien sûr, nous, on s'est dit, bah, c'est simple, hein, on va corréler la durée de l'épilepsie, la difficulté qu'on a à contrôler ces patients avec le score de développement. Et donc, on a regardé les patients sévères d'un côté, donc c'est des patients qui sont soit en blanc, soit en noir. Blanc sévère, c'est des patients marchants, et noir sévère, c'est des patients qui ne marchent pas. Et puis les mild, c'est des patients soit qui ne sont pas dans le champ de la déficience, mais il y en a très peu, soit qui sont, disons, dans une forme de déficience légère et qui ont quand même des capacités d'aller être scolarisés à l'école avec des adaptations. Bah, voyez d'emblée hein, que bah, les choses ne sont pas très claires, hein. Vous avez des patients qui sont mild alors qu'ils ont une épilepsie qui a duré très longtemps. Vous voyez deux ici, les deux patients verts. Et puis vous avez des patients qui sont extrêmement sévères, même pas marchands, et qui ont une épilepsie qui a duré 15 jours et qui a été très rapidement contrôlée
par les traitements, et en particulier, on le verra tout à l'heure, hein, par les bloqueurs des canaux sodiques. Hein. Et donc, quand on a fait cette mini-étude sur 23 patients, on s'est dit, zut, hein, on va tout faire évidemment pour traiter les crises rapidement, mais ce n'est pas sûr que ça puisse suffire à être rassurant pour ces patients. Alors, on s'est intéressé à ce courant M et aux conséquences des mutations sur ce courant. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que hein, le canal IM, enfin, le canal portant le courant IM, c'est souvent un hétérotétramère avec des KCNQ2, mais aussi des KCNQ3. Et voilà les conséquences hein, d'un dysfonctionnement de IM, une hyperexcitabilité des neurones. Alors, ce courant, il est surtout localisé à la partie initiale des axones, là où sont vraiment déclenchés les potentiels d'action, générés les potentiels d'action. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que ce courant, il est aussi impliqué dans le resting potential, c'est hein, le potentiel de repos des neurones. Et quand vous avez une IM qui dysfonctionne, vous avez des neurones qui ont tendance à avoir un potentiel de repos un peu dépolarisé, et donc une excitabilité un peu plus importante. Alors, ce qu'on a vu aussi, hein, et c'est que in vitro, ce courant, il est vraiment boosté par la rétigabine. Hein. Quand on donne la rétigabine, on a une ouverture et une perméabilité au potassium qui est plus importante. Et donc, on peut même, hein, on l'avait vu, restaurer un fonctionnement normal en donnant de la rétigabine sur des canaux mutés in vitro. Alors, bon, vous êtes au courant hein, que KCNQ2, ça donne soit des formes complètement bénignes, qui étaient connues depuis les années 90, avec finalement des enfants qui ont quoi? Ils ont une épilepsie néonatale, avec des crises plutôt toniques, plutôt cloniques, en tout cas plutôt motrices, qui peuvent être mal tolérées, qui peuvent nécessiter de l'AREA, mais un EEG interictal plus ou moins normal. Ok. Ils ont une épilepsie qui va mieux avec le temps, et ils vont plutôt bien en termes de pronostic. Et puis, à l'opposé, vous avez des mutations de KCNQ2, donc mutation d'un même gène, qui donnent des crises qui ne sont pas très différentes, peut-être un EEG qui est différent, avec plutôt un suppression burst, parfois il est simplement discontinu. Ils ont une durée d'épilepsie qui peut ne pas durer beaucoup plus longtemps que dans les formes bénignes, mais pourtant ils vont très très mal. Alors, comment expliquer ça? En fait, bon, c'est des équipes qui ont rapidement répondu à la question, hein, qui ont en fait montré que dans beaucoup de cas, alors ce n'est pas tous les cas, mais dans beaucoup de cas, il y a une forme de corrélation entre l'impact de la mutation sur le courant IM et le devenir cognitif de ces patients. Hein. Donc ici, vous avez une cellule wild type avec le courant IM normal. Ici, vous avez l'impact de la mutation bénigne. Et donc, vous avez une courbe de charge de courant, hein, de densité de courant qui est shiftée vers la droite. Donc, un canal qui s'ouvre un peu moins facilement. Et puis, dans les formes sévères, le canal s'ouvre encore plus difficilement, hein, encore moins facilement. Et donc, je trouve que c'est un bel exemple pour montrer que ce n'est pas tellement les crises le problème. C'est la cause, mais on va plus loin. On induit, hein, on modifie une activité neuronale, et certes, cette activité modifiée, elle entraîne des crises, mais elle perturbe aussi, hein, de manière continue, le fonctionnement du réseau, alors que cette activité de réseau, elle est impliquée dans les différentes étapes du développement. Hein, vous savez bien que l'activité cérébrale, elle est très importante pour qu'un développement se fasse correctement. Là, en fait, l'idée, c'est qu'on perturbe de manière continue et précoce un développement, une activité cérébrale de base, et que cette perturbation, elle entraîne des crises, ok, mais elle perturbe aussi le programme neurodéveloppemental. C'est comme ça qu'on voit les choses maintenant. Et c'est pour ça que traiter les crises, ok, on aura ça de moins, mais ça ne va pas changer ça. Et donc, on va quand même faire que ce sera un réseau en développement qui ne fonctionne pas de manière optimale. Et ça a été très, très bien démontré par un très, très bel article dans Nature Neurosciences de 2005,
mais qui depuis a été affiné, mais qui reste vraiment pour moi un article vraiment de très grande qualité pour démontrer ça, hein. Alors, je vous ai mis une figure, mais c'est la conclusion de l'article. Alors, je vous explique. Ils ont une souris mutante pour KCNQ2. Mais c'est une mutation qui est très intéressante parce que c'est une mutation qui ne s'exprime que lorsque la souris est traitée avec de la doxycycline, hein. Le promoteur de cette mutation, il est sous le contrôle de la doxycycline. Si la souris prend de la doxycycline, elle exprime la mutation. Si la souris ne prend pas de la doxycycline, elle n'exprime pas de la mutation. Alors, je me corrige tout de suite parce qu'à chaque fois, je m'embrouille. C'est l'inverse, hein. C'est que la doxycycline va exprimer la mutation et donc va rendre la souris malade. Et l'absence de doxycycline, donc la water, va faire que cette souris, hein, elle n'exprime pas la mutation. Alors, vous voyez ici le contrôle. Bon, le contrôle, c'est une souris qui n'est pas mutée. Donc, on la suit toute la vie, hein, de la conception jusqu'à la naissance. Ici, cette zone qui est très importante, on verra tout à l'heure, la première semaine de vie chez la souris, qui correspond à peu près, hein, on pense au premier mois de vie chez l'homme, mais enfin, non, qui correspond à, c'est pas premier mois, c'est en fait, c'est de 26 semaines de gestation jusqu'au premier mois de vie chez l'homme. Et puis ensuite, une période ici importante qui est le sevrage, parce que l'animal devient à peu près adulte. Dans cet article, les souris débutent une épilepsie au cours de la 2e semaine de vie, donc par là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, les mutants, hein, ils ont des anomalies de la morphologie du cortex et de l'hippocampe. Ils ont une épilepsie qui intervient à peu près ici, 2e semaine de vie. Et ils ont des troubles du comportement. Ils ont, on va dire pour faire vite, une déficience intellectuelle. Si les souris prennent la doxycycline, et donc je me suis encore embrouillé, la doxycycline fait que le gène n'est pas exprimé, hein. En tout cas, la mutation n'est pas exprimée parce que la doxycycline fait que les souris expriment le bon gène, hein. Et ben, ces souris, bien que mutées, elles vont parfaitement bien. Et là où, hein, cette étude elle est géniale, c'est qu'ils ont pu du coup allumer ou éteindre la mutation à différentes périodes de développement. Et qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré que si la souris est protégée en prénatal, seulement en prénatal, et qu'à la naissance, on laisse la mutation s'exprimer, et bien la souris, elle est malade. Que par contre, en postnatal, si on exprime, hein, si on exprime la mutation, si en postnatal, hein, elle est rouge, c'est-à-dire que non, si la souris est protégée en postnatal de la naissance au sevrage, eh ben, elle ne sera pas malade. Ça veut dire que la mutation a parlé en prénatal, la mutation a parlé après le sevrage, mais si on protège la souris pendant une période critique de développement, qui est de la naissance au sevrage, eh ben, on empêche la souris d'être malade. Et ils ont même diminué la période. Si on protège la souris pendant la première semaine de vie et pendant la période où elle est épileptique et qu'on fait exprimer le bon canal, la souris n'est pas malade non plus. Et encore mieux, si on protège la souris pendant la période qui suit donc la naissance, avant même l'épilepsie, eh ben la souris n'est pas malade. Et donc ça, c'était quelque chose alors à la fois de très inquiétant, mais quelque chose quand même de très intéressant. C'est que vous avez une épilepsie néonatale qui parle à la 2e semaine de vie et qui, chez la souris, entraîne des conséquences à long terme sur le plan cognitif et sur le plan de la morphologie des neurones. Et bien, si vous faites que pendant une semaine de sa vie de souris, eh ben, c'est le bon gène qui est exprimé, eh ben, vous allez rendre cette souris non seulement guérie de son épilepsie, mais vous allez lui permettre de ne plus avoir de conséquences cognitives de cette mutation, hein. Donc c'est quelque chose de vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, hein. Donc les auteurs ont mis en évidence une période critique qui malheureusement se situe avant
le début de l'épilepsie. C'est ça qui est bien embêtant, hein. C'est que cette période critique, si on agit pendant cette période, eh bien, on n'a plus l'ensemble des conséquences qu'on observe par la suite. Donc ça, j'y reviendrai si vous voulez. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Voilà. Et donc, cette mutation, hein, elle entraîne une maladie du courant IM qui est responsable de l'intensité de l'épilepsie, des anomalies intercritiques, mais aussi qui impacte par elle-même le développement. Et donc, quand vous avez un enfant et son épilepsie devant vous, eh ben, il faut avoir en tête que la cause est responsable et a un impact sur le neurodéveloppement, en particulier, et donc il faut avoir un petit peu, il faut faire l'effort d'aller voir en quoi la cause peut avoir un impact, mais qu'il y a aussi, bien sûr, les crises et les modifications de l'activité cérébrale qui elles-mêmes sont souvent dépendantes de la cause. Alors, je voudrais pour finir faire un petit focus sur les épilepsies néonatales. Hein, il faut savoir que la plupart des enfants en période néonatale qui convulsent, ben, ce n'est pas une épilepsie débutante, c'est des causes occasionnelles, c'est une méningite, une prématurité, une encéphalopathie post-anoxique, et que quand c'est une épilepsie, dans 50% des cas, elle est structurale, et donc il faut faire une IRM à ces patients, et dans 50% des cas, elle n'est pas structurale, elle est génétique. Et dans ces épilepsies génétiques, avec une IRM normale, bah, bien sûr, on recherche des causes métaboliques curables. Bien sûr, on va rechercher des causes vitaminiques, hein, mais très vite, il faut évoquer une mutation de KCNQ2 qui sera vraiment fréquente quand on a un suppression burst, mais qui restera quand même assez fréquente quand on n'a pas de suppression burst. KCNQ2, SCN2A, STXBP1. Et ces gènes-là, hein, on n'a pas évidemment de thérapie génique, mais on sait que ces épilepsies-là, elles sont sensibles aux bloqueurs des canaux sodiques, hein. Et donc, tout ça pour dire que si vous avez éliminé une cause occasionnelle, si vous avez fait une IRM et qu'elle est normale, et si vous avez votre gardénal qui ne fonctionne pas, n'hésitez pas à donner du Tegretol ou du Diidan à ces patients. Je ne vous dis pas que vous allez les sauver en termes de développement, mais vous allez peut-être nettement améliorer leur épilepsie. Voilà, donc j'étais un peu plus vite, un peu plus lent que prévu, mais en tout cas, je pense que vous avez les outils pour essayer devant chaque patient de faire la part des choses entre une épilepsie, un developmental épileptique encéphalopathie versus un activity dependent encéphalopathie, IM par exemple, versus une vraie encéphalopathie épileptique. Désolé d'avoir été plus long que prévu, j'avais pas vu mon… Bon, merci beaucoup, Mathieu. C'était vraiment passionnant. Passionnant. Donc, on n'a pas vu l'heure aussi, nous aussi. Eh oui, Merci beaucoup. Donc, voilà pour ces encéphalopathies épileptiques. Alors, j'ai quelques questions. Bien sûr, des questions qui sont un peu habituelles pour ce sujet, mais d'autres un peu moins. Pour la première, alors, la question, c'est jusqu'à quel âge la chirurgie pourra redonner un développement normal? C'est-à-dire que, voilà. évidemment, c'est une question qui est… Je pense pas qu'on puisse donner un âge de cut-off, hein. Comme dit Hélène Cross dans une revue récente, the sooner the better, hein. Je pense qu'il faut vraiment, il faut se donner les moyens pour bien faire le bilan de ces patients. Mais une fois qu'on se dit, ce patient, je pense qu'il peut être chirurgical, il faut l'adresser à un centre de chirurgie, il faut enregistrer des crises, il faut que le neurochirurgien, l'électrophysiologiste regarde bien tout ça. Et s'il est opérable, il ne faut pas attendre. Et probablement que le plus tôt, c'est le mieux. Sachant que opérer un enfant de 15 jours, c'est beaucoup plus risqué qu'un enfant de 6 mois. Et donc après, c'est des discussions d'anesthésistes, de neurochirurgiens, etc. Tout à fait. J'ajouterais qu'il ne faut absolument pas traîner. C'est ça, Exactement. parce que parfois, on traîne un peu trop. Alors, une autre question, est-ce que quand vous parlez de la détérioration cognitive ou l'effet sur la cognition, est-ce que vous parlez de la pointe interictale ou ictale? Alors bon, c'est les pointes, si elles sont asymptomatiques, elles sont interictales, hein. C'est vrai que de temps en temps, on a des pointes symptomatiques. Et donc, c'est des pointes ictales, en particulier dans les histoires de POX, justement, hein. Mais je pense que si vous le souhaitez, pour ne pas prendre trop de retard, là, j'ai les questions. Je peux éventuellement
répondre par écrit, soit ce soir, soit un petit peu plus tard. J'ai pas voulu parler d'EPOX parce que c'est vraiment un problème en soi, hein, l'EPOX. On en a beaucoup parlé avec, Chanez, et l'équipe, c'est des questions qui sont très complexes et qui nécessitent, si on veut en parler, qu'on prenne vraiment le temps de se mettre ensemble, de définir les choses. Tout à fait, ce n'est pas aussi simple de répondre à quelques questions. Voilà, donc, si vous permettez, vous allez répondre aux questions d'une façon générale. Moi, je pense que la majorité, c'est surtout vraiment sur le traitement, mais on va les voir avec la deuxième présentation. Et l'impact aussi des médicaments, on va le voir. Et je pense que dans votre présentation, vous avez bien expliqué que il faut prendre en considération les trois piliers, enfin, de la détérioration cognitive. Mmh. Donc, est-ce que, pendant que le prochain, topo se déroule, est-ce que je réponds aux questions maintenant ou est-ce que c'est mieux si je le fais, un peu à distance? Chanez? C'est à vous, mais moi, je préfère que vous y répondez là tout de suite. D'accord, donc je vais taper mes réponses. OK, Merci très beaucoup. bien. Merci à vous. Au revoir. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment fascinante pour nous. Alors maintenant, c'est l'heure de passer à la deuxième présentation et là aussi, docteur Abdel-Ileh Maddeni qui est prévu être avec nous, malheureusement il n'a pas pu nous joindre, donc je vais essayer de commencer en attendant qu'il se rejoigne à nous. Donc, j'ai le grand plaisir de présenter le professeur Fatma Kamoun, qui est neurologue pédiatre, professeur de neurologie au service de neurologie pédiatrique de l'hôpital Hedi Cheikh et membre du laboratoire de recherche neuropédiatrie. Elle est aussi membre du projet CID, comme je vous l'ai dit. CID, c'est un projet H2020 qui a pour objectif, c'est un clinique, c'est un enseignement. Et l'objectif de ce projet, c'est de faire l'enseignement, enfin la formation des formateurs pour le diagnostic précoce et le aussi bien clinique que génétique des encéphalopathies épileptiques. Alors, docteur Fatma Kamoun va nous parler aujourd'hui des particularités du traitement de l'épilepsie chez l'enfant. Donc, je pense qu'elle va insister un peu sur les éléments qu'on a vus avec Mathieu. À vous la parole, professeur Kamon. Merci beaucoup, professeur Triki, pour cette invitation. En fait, on va passer la présentation enregistrée parce que j'avais des soucis de connexion. Donc, je demande à Denis s'il veut bien la passer. Et après, je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Reste avec nous parce que si on a un peu de temps, on peut répondre ensemble aux questions. Bonsoir à tous, c'est un plaisir et un honneur de participer à ce webinaire éducatif et il m'est demandé de vous parler cette fois-ci des particularités des traitements des épilepsies de l'enfant. Quand on prend en charge un enfant avec épilepsie, il est important de considérer qu'à côté des crises épileptiques, il y a un cerveau en développement qui peut être affecté non seulement par les crises épileptiques, mais aussi par le traitement anti-épileptique. Et qu'il y a certains syndromes épileptiques où il existe plusieurs types de crises en même temps qu'il faut prendre aussi en considération dans le choix de la molécule anti-épileptique. Ajouter à cela la possibilité d'évolution d'un syndrome épileptique à un autre, tel le cas par exemple du syndrome de West qui peut évoluer vers un syndrome de Lennox-Gastaut et donc il nécessite toujours un ajustement thérapeutique. Il y a plusieurs moyens thérapeutiques proposés pour l'enfant, donc médicamenteux et non médicamenteux. Et je vais me limiter aux moyens médicamenteux, d'une part, vu le temps limité, mais aussi certains ont été abordés dans d'autres exposés. Alors en pratique, quand on choisit une molécule antiépileptique, on sera guidé par plusieurs facteurs. Certains sont liés au patient et à l'épilepsie et d'autres sont liés à la molécule antiépileptique.
Pour le patient, on sait très bien, c'est le syndrome épileptique, le type de crise, les différents types de crises qui existent vont guider le choix de la molécule. Il y a aussi l'éventuelle comorbidité qui existe, il y a aussi l'âge, le sexe, la capacité à avaler les comprimés, parce qu'on sait très bien qu'il y a certaines molécules et traitements antiépileptiques ne sont disponibles qu'en comprimé, il n'y a pas de forme sirop ou de forme soluté. Pour la molécule antiépileptique, il y a certainement son spectre d'action, donc sur quel type de crise il va agir. Il y a aussi les effets indésirables qui peuvent être dose dépendants ou non dose dépendants. Il y a sa pharmacocinétique, etc. Les trois facteurs les plus importants à considérer, c'est le syndrome épileptique, la comorbidité, mais aussi les effets indésirables. Donc ce sont les trois facteurs vraiment qu'il faut les considérer en premier lieu dans le choix de la molécule. Pour la comorbidité, on sait c'est l'enfant, c'est essentiellement les troubles cognitifs qui peuvent être de différents types et qui peuvent être que ce soit préexistants mais qui peuvent se développer avec l'épilepsie. Donc il faut les connaître, il faut les dépister. On va essayer de ne pas les aggraver par le choix de la molécule antiépileptique et le cas échéant, si on ne peut pas les éviter, au moins de les prendre en charge convenablement. L'altération des fonctions cognitives, elle est connue avec la majorité des antiépileptiques, mais particulièrement ceux de l'ancienne génération et surtout le phénobarbital. Parmi les nouveaux, c'est surtout le topiramate qui est connu pouvant altérer les fonctions cognitives, altérer les fonctions du langage. Donc ces effets cognitifs, ils ont dû à l'action des antiépileptiques par favorisation de la transmission inhibitrice et donc ils auront un effet neurodégénératif par stimulation de la mort cellulaire programmée, l'apoptose. Alors, comment on peut réduire cet effet cognitif des antiépileptiques? D'une part, on va essayer de traiter l'étiologie, s'il est possible de l'identifier et de la traiter. Puis, quand on va instaurer le traitement, donc on va l'instaurer de façon lentement progressive en essayant d'atteindre la dose minimale efficace et bien sûr favoriser la monothérapie. Aussi, on va essayer d'éviter certaines molécules qu'on connaît avoir un effet très important sur les fonctions cognitives, telles que le phénobarbital, et aussi éviter de favoriser ces effets par les interactions pharmacocinétiques indésirables. Donc, une fois on a avoir vérifié ces données, donc on peut passer au choix de la molécule antiépileptique. Donc, chez l'enfant, il y a très peu d'études qui ont été faites. Donc, la majorité sont des recommandations constatées à partir de la pratique. Donc, les études de haut niveau d'évidence qui ont été développées, ce sont celles pour l'épilepsie focale de l'enfant, qui a démontré l'efficacité de l'oxcarbamazépine par rapport aux autres molécules. Et dans l'épilepsie absence, donc les études ont montré la supériorité de l'étosuximide et du valproate par rapport aux autres molécules. Cependant, donc différents antiépileptiques peuvent être utilisés, mais il y a un point important à reconnaître, c'est l'éventuel effet aggravant de certaines molécules antiépileptiques, donc qui peuvent aggraver les crises épileptiques. C'est le cas de la carbamazépine, la phénitoïne, qui vont aggraver les crises myocloniques dans les épilepsies généralisées, avec crise tonico-clonique, et aussi dans l'épilepsie absence, le phénobarbital, le vigabatrin et la carbamazépine qui peuvent aggraver les absences. Donc, je prends l'exemple de l'épilepsie à pointe temporale, puisqu'on sait c'est parmi les épilepsies autolimitées, donc qui vont s'améliorer et répondre au premier traitement antiépileptique. Là, c'est une étude qui a utilisé le valproate dans à peu près la moitié des cas, mais aussi la carbamazépine, l'oxcarbamazépine et le lévétiracétat. Alors, cette étude a permis de dégager certains facteurs éventuels de mauvaise réponse aux premières thérapies proposées. C'est l'âge de début précoce avant 3 ans, l'existence de crises généralisées tonico-cloniques et le nombre élevé de crises avant de débuter le traitement. Donc, si un enfant présente ces facteurs, on sait qu'il va répondre de façon moins importante au premier traitement. Cependant, d'autres facteurs ne sont pas certains impliqués dans la réponse, tels que par exemple l'histoire familiale d'épilepsie ou de crise fébrile, le début par un état de mal épileptique et aussi les éventuelles données de l'EEG ne paraissent pas intervenir sur la réponse thérapeutique.
Cependant, il faut se méfier en pratique devant une EPCT parce qu'on peut avoir des réponses non atypiques. Par exemple, c'est le cas de l'enfant qui est âgé de 6 ans, donc il y a une EPCT typique, donc des crises focales rares pendant le sommeil, avec à l'EEG des pointes sur les régions bicentrales asynchrones. Avec concertation de la famille, on se décide de ne pas traiter, vu que les crises sont rares, ils se font seulement pendant le sommeil, donc on peut se permettre de ne pas traiter. À l'âge de 10 ans, il développe des crises tonico-cloniques généralisées. Là, son médecin, il propose le valproate. Devant la récidive d'une crise, il passe à la carbamazépine. Au début, tout va bien, il n'y a pas de récidive. Mais quelques temps après, il nous a été adressé pour l'installation de troubles du comportement, d'une régression scolaire avec des myoclonies des membres supérieurs. Et quand on fait l'EEG, donc on trouve ces décharges de pointantes diffuses qui sont fortement activées par le sommeil. Là, on dit que c'est très probablement la carbamazépine qui est responsable de cette aggravation. Et dès qu'on arrête la molécule, donc il y a une amélioration clinique, donc disparition des crises, disparition du trouble du comportement et amélioration progressive de l'EEG. Donc c'est un cas qui peut montrer que malgré la carbamazépine, il est proposé comme un traitement de première intention dans l'épilepsie à pointe centrotemporale. Elle peut aggraver l'épilepsie, particulièrement quand l'EEG montre des anomalies fortement activées par le sommeil. Donc c'est pour attirer l'attention. Là aussi, c'est un cas d'absence typique qui commence à l'âge de 3 ans. Avec un examen neurologique normal, donc l'enfant il est mis sous valproate, mais il ne s'améliore pas, il continue à présenter des crises épileptiques fréquentes pluriquotidiennes, associées à des fuites d'urine, donc qui sont dues à une composante atonique. Là, sur le plan thérapeutique, on se pose la question, faut-il passer à l'éthosuximide, mais malheureusement il n'est pas disponible en Tunisie, et d'ailleurs je pense que aussi dans d'autres pays. Faut-il passer à la lamotrigine ou bien ajouter une benzodiazépine? Et donc là, la conduite était discutée. Donc pour cet enfant, on décide de diminuer le valproate et d'associer progressivement la lamotrigine, donc à une dose progressive. Au bout de 3 mois donc, de traitement, l'enfant continue à avoir des crises, donc il est très gêné dans l'activité de tous les jours, dans sa scolarité. Finalement, la famille elle a pu ramener l'éthosuximide et donc il a eu une disparition rapide des crises dès 1 mois de traitement avec une normalisation de l'EEG à l'hyperpnée. Donc, et on commence maintenant à diminuer la lamotrigine. On espère que l'enfant donc continue à rester stable sous traitement. Donc, dans l'épilepsie absence de l'enfant, l'éthosuximide reste le traitement de choix dans cette épilepsie quand il est disponible. Mais quand il n'y a pas de réponse à l'éthosuximide, ou bien quand il existe des crises généralisées tonico-cloniques, puisque l'éthosuximide n'a pas d'action sur les crises généralisées tonico-cloniques, on peut proposer le valproate. Quand le valproate et l'éthosuximide sont inefficaces, ou bien quand il y a une contre-indication au valproate, particulièrement chez les jeunes filles proches de l'âge de procréation, donc dans ce cas, on va proposer le lamotrigine. Et finalement, quand il n'y a pas de réponse en monothérapie, aussi bien au valproate, à l'éthosuximide et aussi à la lamotrigine, dans ce cas, on peut proposer une association valproate-lamotrigine ou associer le clobazam à la monothérapie déjà existante. Donc certains facteurs de moins bonne réponse dans l'épilepsie absence sont identifiés. Tout d'abord, quand il y a un échec de la première molécule et la survenue de crise généralisée tonico-clonique. D'autres facteurs sont moins impliqués dans la réponse au traitement, tels que les anomalies à l'EEG, donc le fait de trouver un ralentissement du rythme de base, ou bien quand les décharges de pointantes sont inférieures à 3 Hz, la photosensibilité aussi, parce qu'il est corrélé à la survenue de crise généralisée tonico-clonique, et enfin quand la composante myoclonique il est importante associée aux absences. Dans ce cas, on sait très bien que c'est une épilepsie absence qui ne va pas répondre rapidement au traitement antiépileptique. Maintenant, pour le nourrisson, il y a certaines recommandations qu'il est préférable de les suivre, telles que de proposer un traitement dès la première crise épileptique non fébrile chez l'enfant. Donc on ne se permet pas de surveiller, de suivre un enfant qui a une seule crise isolée.
La deuxième, il est préférable aussi d'adresser les enfants dans des centres de référence dans la prise en charge des épilepsies de l'adolescent dès l'échec de la première monothérapie pour identifier le meilleur traitement qui pourrait être efficace. Alors aussi, il faut savoir que les encéphalopathies épileptiques sont fréquentes chez le nourrisson et elles nécessitent un ajustement thérapeutique rapide avec une surveillance étroite, clinique et électrique. Donc il est préférable qu'ils soient pris en charge dans des centres de référence. Il n'y a pas de preuve sur la supériorité de l'efficacité d'une molécule à l'autre dans la majorité des épilepsies du nourrisson. Et il n'y a pas aussi de recommandations claires sur quelle est la durée du traitement. Donc il faut ajuster au cas par cas en fonction du syndrome épileptique, en fonction du délai de réponse au traitement proposé en première intention. Donc là, c'est un exemple sur cette recommandation de traiter dès la première crise non fébrile. Là, c'est le nourrisson qui présente des crises pendant le sommeil, donc des clonies laryngées. Il a un examen normal, un développement normal. Son EEG fait dans les premières 24 heures, il est normal, sans anomalie. On le refait, il est toujours normal, imagerie normale. Donc, avec concertation avec la famille, on se propose de surveiller l'enfant et de ne pas proposer un traitement anti-épileptique. Donc, on leur conseille de consulter à la moindre anomalie. Et là, quelques temps après, l'enfant développe une crise avec clonie des 4 membres. Et quand on fait l'EEG, donc on trouve des anomalies assez abondantes. Là, c'est un cas, malgré que à la présentation initiale, il n'y avait pas de facteur de risque de récidive, donc un examen normal, EEG normal, imagerie normale. Et pour autant, l'enfant, il a récidivé les crises rapidement. Donc, chez le nourrisson, il est préférable de proposer le traitement dès la première crise non fébrile. Là aussi, pour les encéphalopathies, c'est un exemple pour vous montrer la nécessité d'une surveillance étroite. C'est le cas d'un enfant qui a des spasmes épileptiques dans le cadre d'un syndrome d'Ouest d'origine hypoxo-ischémique. Donc, on propose le Sabril, donc à forte dose, 100 mg par kilo par jour, pendant 7 jours. Là, on refait l'EEG après 7 jours. Il y a une diminution des spasmes et persistance de l'hypsarythmie. Là, il y a l'urgence de passer à l'escalade thérapeutique suivante. Et donc, on va augmenter le Sabril, 150. Il y a toujours la persistance de l'hypsarythmie. On passe à la corticothérapie. Et là, 15 jours sous forte dose de corticothérapie, l'enfant s'améliore. Il n'y a plus de récidive de spasme. Il y a une disparition de l'hypsarythmie. Et donc, on se permet maintenant de diminuer progressivement la corticothérapie. Donc, c'est un cas pour vous montrer la nécessité d'une surveillance étroite et d'un changement du traitement sur un délai court de quelques jours. Donc, c'est le cas particulier où, d'une part, la surveillance EEG va orienter notre indication thérapeutique, mais aussi la nécessité de changer le traitement après quelques jours. Là aussi, pour les autres épilepsies, par exemple l'épilepsie focale de l'enfant, donc il y a des études qui ont montré la supériorité de lévétiracétam dans le traitement des épilepsies de l'enfant. Pour les autres épilepsies, donc il y a des recommandations d'experts de la pratique, et donc il y a la majorité des antiépileptiques peuvent être efficaces. Là aussi, pour les encéphalopathies épileptiques qui sont fréquentes, donc on trouve des études qui montrent la supériorité dans le syndrome de Dravet de l'association styripentol-valproate-clobazam comme un traitement de référence dans le syndrome de Dravet. Par la suite, il y a d'autres molécules qui peuvent être utilisées, telles que le topiramate, le zonisamide, mais aussi il faut toujours éviter la lamotrigine, la carbamazépine et la phénitoïne qui peuvent aggraver les myoclonies dans le syndrome de Dravet. Pour les spasmes épileptiques, là juste une note sur les spasmes qui surviennent dans le cadre d'une sclérose tubereuse de Bourneville et la place du vigabatrin dans ce cas comme un traitement de première intention dans cette situation. Là, c'est un cas où il y a eu une disparition rapide aussi bien des crises focales et des spasmes développés chez cet enfant dès le premier jour de traitement. Donc, l'efficacité du vigabatrin a montré sa supériorité par rapport aux autres molécules dans le cas de la sclérose tubereuse de Bourneville.
Et aussi, dans la sclérose tubéreuse de Bourneville, on peut se permettre de proposer un traitement préventif. En effet, on sait que quand l'enfant développe une épilepsie, c'est généralement une épilepsie sévère, le plus souvent dans le cadre de spasmes épileptiques. Et donc, le pronostic de l'épilepsie n'est pas favorable, de même que le risque de développer des troubles neurocognitifs. Donc, il est recommandé de commencer précocement le traitement avant l'apparition des crises épileptiques. Dès qu'on fait le diagnostic de la sclérose tubéreuse de Bourneville, que ce soit par l'IRM, on trouve des tubères, l'écho cardiaque qui montre des rhabdomyomes, ou quand on a une confirmation génétique dans le cadre d'une étude familiale, là, il faut faire une surveillance par l'EEG, et dès qu'il y a l'apparition d'anomalies épileptiformes, il faut proposer un traitement, ce qui permet un meilleur contrôle de l'épilepsie et par la suite un meilleur développement neurocognitif. Cependant, le protocole et le rythme de surveillance par l'EEG n'est pas encore défini. Aussi, dans le syndrome de Sturge-Weber, là, quand on fait le diagnostic, il faut commencer un traitement préventif avant l'apparition des crises épileptiques. Alors pour les épilepsies du nouveau-né, là il y a encore très peu d'études, mais il faut toujours avoir à l'esprit que dans les épilepsies du nouveau-né, c'est surtout les épilepsies structurelles et métaboliques qui sont nettement les plus fréquentes. Et quand on a un nouveau-né qui commence à avoir des crises épileptiques, il faut, après avoir éliminé une origine structurelle par une imagerie rapide, il faut penser aux étiologies métaboliques et surtout aux étiologies curables. Donc, en première intention, en urgence, on va proposer le phénobarbital en injectable, en bolus. On peut proposer aussi le lévétiracétam quand il est disponible en forme injectable, mais il faut avoir, entre guillemets, un arsenal thérapeutique pour les épilepsies vitaminodépendantes. Donc, il faut avoir de la pyridoxine, du phosphate de pyridoxal, de l'acide folinique et la biotine qui peuvent être utilisés chez le nouveau-né. Donc là, c'est juste deux nouveau-nés que nous avons suivis avec les néonatologues. Donc une histoire classique, H1 de vie. Il y a des crises polymorphes de différents types, clonie, hypertonie, pédalage. C'est vraiment les bébés Duracell. On trouve dans l'histoire familiale la notion de décès précoce. Donc très probablement, c'était des cas d'encéphalopathie épileptique précoce avec un décès rapide. Leurs EEG qui montrent à la période néonatale un suppression burst. On peut avoir la chance aussi d'enregistrer des crises focales ou des spasmes. Donc pour ces deux nouveau-nés, au début, le diagnostic d'une épilepsie vitaminosensible n'a pas été posé. Donc ils ont reçu du phénobarbital, donc 2 doses de charge, puis le clonazepam aussi en dose de charge. Les enfants continuent à présenter des crises épileptiques de différents types, avec installation d'un état d'irritabilité, de cris incessants. Et là, on va se poser la question, s'agit-il d'une épilepsie pyridoxino-dépendante? Et effectivement, dès qu'ils reçoivent la dose de charge de pyridoxine par voie orale, il y a une sédation rapide des crises épileptiques avec un effet rapide en quelques minutes. Donc, c'est un cas pour vous montrer vraiment la place du traitement étiologique dans ces épilepsies vitaminosensibles et cette pharmacorésistance initiale aux différents antiépileptiques qui ont été proposés. Donc avec le recul, là c'est à gauche un EG d'un des nouveau-nés, donc quelques jours après la vitamine B6, donc il est normal. Et même si par la suite, malgré la non-récidive des crises épileptiques sous B6, certains enfants auront un développement cognitif moins favorable, avec risque aussi d'avoir des anomalies à l'EEG persistantes, comme sur l'image de droite. Donc cet enfant qui garde des anomalies EEG à l'âge de 5 ans avec un développement cognitif plus ou moins satisfaisant. Donc, il faut penser aux épilepsies curables, particulièrement chez le nouveau-né, mais on peut avoir aussi d'autres épilepsies qui vont débuter après la période néonatale. Et donc, ce sont généralement des épilepsies qui vont se présenter sous forme d'une épilepsie pharmacorésistante, telle que le déficit en transporteur de glucose ou le transporteur de folate, le déficit en glutidinase, mais il y a aussi d'autres étiologies qu'il faut savoir les identifier.
Donc, pour la péridoxinodépendance, donc, elle se présente le plus souvent sous forme d'une encéphalopathie épileptique précoce avec ou sans suppression burst. Déficit en GLUT1, c'est plutôt une épilepsie précoce avec surtout des crises d'absence, une microcéphalie. Le déficit en folate, donc ça sera un tableau d'épilepsie avec mouvements anormaux, etc. Donc là, c'est un cas d'un enfant qui a un déficit en GLUT1, qui a commencé à l'âge de 2 ans à avoir des crises d'absence. Donc, il a été mis sous valproate sans aucun effet. Donc, il a consulté plusieurs médecins. Et là, il nous a été adressé à l'âge de 5 ans. Quand on fait le EEG vidéo, il fait beaucoup de crises en veille, en sommeil. Et les crises même pendant la veille, il passait inaperçu. Donc, il faisait beaucoup plus de crises que ce que rapportait la famille. Donc, l'étude de la glycorachie par rapport à la glycémie n'a pas pu être faite, mais c'est un cas qui a été confirmé génétiquement et dès sa mise sous régime cétogène, qui représente le traitement étiologique de cette pathologie, il y a eu une disparition des crises, même si le développement cognitif reste retardé par rapport à son âge, mais au moins cet enfant ne fait plus de crise épileptique. Aussi avec les progrès de la génétique, donc il y a des traitements ciblés à l'étiologie qui ont été proposés dans certaines épilepsies génétiques, telles que les encéphalopathies épileptiques précoces avec ou sans suppression burst, pour lesquelles on a mis en évidence l'implication des gènes codant pour les canaux potassiques, pour les canaux sodiques, etc. et pour lesquels une sensibilité particulière pour les bloqueurs sodiques, surtout la carbamazépine et la phénitoïne, donc a été rapportée dans ces cas. Donc, quand on a la possibilité dans ces encéphalopathies épileptiques d'avoir une confirmation génétique, de proposer un traitement adapté. C'est le cas aussi de la rapamycine qui intervient dans la voie mTOR, qui est proposé comme un traitement ciblé pour la sclérose tubereuse de Bournovi, donc qui permet d'améliorer les crises épileptiques et d'agir aussi sur les lésions à l'IRM. Il y a d'autres gènes qui sont encore en cours de développement et on espère avoir d'autres cibles thérapeutiques dans l'avenir. Donc voilà, c'est un tableau pour résumer quelques antiépileptiques qui peuvent être proposés en première ligne et en deuxième ligne pour les syndromes épileptiques les plus fréquents de l'enfant. Par exemple, là, dans le syndrome de Lennox-Gastaut, on va proposer le valproate et le clobazam en première intention, avec le rufinamide dans l'association. En cas d'échec, donc il faut passer au régime cétogène. Et dans les encéphalopathies épileptiques précoces dont j'ai évoqué tout à l'heure, les bloqueurs sodiques, donc on commence par la carbamazépine et en cas de non-réponse, on peut proposer la phénitoïne. Donc sur le plan pronostic thérapeutique aussi, les épilepsies de l'enfant en général, ils ont une meilleure pharmacosensibilité par rapport aux épilepsies de l'adulte. Et là, ça a été retrouvé dans plusieurs études avec une possibilité de rémission qui peut atteindre les 70% et qui est maintenue avec le temps. Donc, certains facteurs prédictifs de cette réponse à long terme ont été identifiés. Il y a certes le syndrome épileptique, donc le type de crise, existe-t-il plusieurs crises, les facteurs génétiques, l'étiologie, mais il y a aussi la fréquence initiale des crises épileptiques, donc elle intervient dans la réponse à ce traitement antiépileptique, une comorbidité psychiatrique, et enfin le choix aussi de la molécule antiépileptique, le délai d'obtenir une réponse va intervenir dans le pronostic à long terme. Donc, certains facteurs de bonne réponse peuvent être dégagés chez l'enfant. Tout d'abord, les épilepsies autolimitées, bien sûr, ils sont associés à une bonne réponse au traitement. Quand on a une IRM normale, quand il n'y a pas d'histoire d'état de mal épileptique dans le cours évolutif de l'épilepsie, et aussi quand on obtient une rémission à 1 an avec la première molécule antiépileptique, donc ça augmente les chances d'entrer en rémission totale. Et donc là, l'importance de bien choisir la première molécule antiépileptique pour augmenter les chances de rémission. Les facteurs d'une moins bonne réponse qu'on peut identifier dès la première consultation et même avant de commencer le traitement, c'est l'existence d'une IRM pathologique, l'existence d'un déficit neurocognitif, la fréquence élevée des crises, donc des crises hebdomadaires, voire des crises en cluster, et aussi quand on a plusieurs types de crises en même temps chez le même patient, ce sont des éléments qui sont associés à une moins bonne réponse. Aussi, la pharmacorésistance
peut être observé dans les épilepsies précoces qui commencent avant l'âge de 3 ans. Donc, c'est presque 30% sont pharmacorésistantes parce qu'on a assez souvent des spasmes épileptiques isolés ou dans le cadre d'un syndrome d'OS et le cas aussi des épilepsies lésionnelles avec surtout les épilepsies où il y a une lésion hémisphérique étendue. Donc, d'autres pistes thérapeutiques sont en cours de développement et d'autres épilepsies génétiques peut-être seront identifiées, telles que les épilepsies focales migrantes. On sait très bien que le gène KCNT1 est impliqué en premier plan et donc on espère avoir des molécules qui vont avoir une action ciblée sur le canal pathologique pour avoir une meilleure réponse. C'est le cas aussi de d'autres épilepsies, mais aussi on espère qu'avec les progrès de la génétique, on pourra comprendre plus certaines réponses au traitement antiépileptique, pouvoir éviter certains effets indésirables pour certaines molécules et donc identifier le meilleur antiépileptique pour le patient idéal, comprendre les profils de tolérance de certaines molécules et pourquoi pas pouvoir identifier précocement les éventuels patients pharmacorésistants pour éviter toute escalade thérapeutique inefficace. Donc, en conclusion, dans la prise en charge d'une épilepsie de l'enfant, il faut toujours prendre en considération le type d'épilepsie et le syndrome épileptique. Ça reste l'élément majeur qui va déterminer le choix de notre molécule antiépileptique, sans oublier que l'enfant, il est en croissance, il est en développement, et donc il y a un cerveau en développement qu'il faut respecter, qu'il faut préserver et éviter toute aggravation d'éventuels troubles préexistants. L'autre élément aussi, c'est de penser toujours à une étiologie curable, non seulement chez le nouveau-né, mais aussi chez le nourrisson et parfois même chez l'enfant, après le nourrisson. Et finalement, on espère que avec toute cette possibilité thérapeutique d'avoir plus de molécules ciblées et comme ça on pourra avec les progrès de la génétique pouvoir peut-être un jour proposer une médecine adaptée et ciblée au patient et à son épilepsie. Je vous remercie. Et là, enfin, je remercie les différents membres de l'équipe de neurologie pédiatrique. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Kamoun, pour cette présentation très intéressante et très claire. Vous avez confirmé les données qui ont été discutées avec Mathieu. Et là, j'ai quelques questions, si vous êtes prête, mais il y a aussi quelques questions pour Mathieu, hein, parce que on ne va pas le lâcher. Hein. Pour le moment, la première question, c'est une question simple. Je commence par les questions les plus simples et puis on augmentera la difficulté. Quelle molécule peut remplacer le Sabril pour le syndrome de West? Ok. Pour le syndrome de West, donc la corticothérapie reste le traitement de première intention et le traitement de choix, donc particulièrement l'ACTH, mais aussi l'hydrocortisone, que ce soit le prednisone ou l'hydrocortisone. C'est vrai que chez nous, on commence le plus souvent par le vigapatrin, le Sabril, mais en cas d'échec du Sabril, nous passons à l'hydrocortisone. Mais dans la littérature, idéalement, il faut commencer par l'ACTH. Idéalement, je ne sais pas Mathieu s'il est d'accord avec moi, mais idéalement, je pense que c'est en fonction des centres, parce qu'il y a des centres qui favorisent. Je ne sais pas, est-ce que vraiment c'est idéalement. Là aussi, moi, je pense que l'Epitomax est une bonne opportunité pour quelques patients. Malheureusement, en Tunisie, il n'y a pas ni l'Epitomax ni le Zarantin. Ce sont des médicaments qui peuvent nous aider dans la prise en charge. Alors, la molécule de la carbamazépine est-elle efficace sur les crises tonico-cloniques généralisées si prise isolée? Oui. Oui, la carbamazépine, il est efficace sur les crises généralisées tonico-cloniques, que ce soit
d'emblée généralisée tonico-clonique, mais aussi dans les crises focales avec une bilatéralisation. Sauf que dans les épilepsies généralisées idiopathiques, généralement, il est à éviter parce qu'on sait qu'il peut y avoir des crises d'absence, des crises de myoclonie, donc il y a un risque d'aggravation des autres types de crises qui sont associées. Mais si c'est une épilepsie généralisée tonico-clonique structurelle ou lésionnelle, oui, il peut être proposé. Et quel est le traitement des crises réflexes provoquées, par exemple, par le bruit? Pour les crises réflexes, ça reste parmi les crises occasionnelles et les crises, du nourrisson. Donc on peut proposer aussi la carbamazépine. Donc elle paraît aussi, efficace, mais bon, en pratique, on sait que les crises réflexes, ça reste toujours parmi les crises, les plus difficiles à traiter. Mais la carbamazépine, si on a à choisir, ce sera la carbamazépine. Euh, alors, là, je pense que c'est une question pour Mathieu, hein, s'il est avec nous. Sinon, on va la garder pour tout à l'heure. L'ajustement, alors une question, l'ajustement thérapeutique chez le nourrisson est-il basé sur la clinique ou sur le résultat des EEG? Autrement dit, les anomalies asymptomatiques des EEG exige-t-il un ajustement thérapeutique, tout en tenant compte de l'effet de ces anomalies infracliniques sur le développement cognitif et moteur? Oui, c'est une question qu'on se pose tous les jours, avec tous les patients, effectivement. Faut-il faire une escalade thérapeutique quand le patient ne fait plus de crise, mais qu'à l'EEG, il y a encore des anomalies? Et donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait? C'est surtout de voir est-ce que vraiment ces anomalies, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, est-ce que cette pointe, elle est intercritique ou est-ce qu'elle est critique? Quand on a la preuve que la pointe ou les anomalies, entre guillemets, intercritiques, ne sont pas maintenant responsables de crise, mais elles sont responsables de troubles cognitifs, là, dans ce cas, on va renforcer le traitement. Là, on revient à ce qu'on appelle le POX. Donc, autrement dit, quand on a un enfant qui ne fait plus de crise, mais que son EEG garde des anomalies, donc idéalement, c'est de suivre son développement cognitif. S'il y a une aggravation qui est parallèle avec l'aggravation de l'EEG, oui, on va ajuster pour traiter l'EEG. C'est le cas des encéphalopathies épileptiques, par exemple, dans le syndrome de West. Là, on sait très bien, parce que c'est démontré, quand on a une hypsarythmie, on sait très bien que le développement de l'enfant ne sera pas parfait. Et là, on va faire une escalade thérapeutique rien que sur la persistance de l'hypsarythmie. Donc, c'est vraiment, il faut prendre au cas par cas. Tout à fait. Je pense qu'il y a des patterns qui sont vraiment nuisibles, comme l'hypsarythmie, le suppression burst, mais pour les autres anomalies intercrétives, sans manifestation, je pense ici, c'est une occasion pour insister, pour dire que le bilan cognitif chez les enfants avec une épilepsie de l'enfant doit être fait d'emblée. Nous, on change un peu d'habitude et on fait le bilan cognitif, comme ça on peut, surtout devant certains types de crises épileptiques, le PCT par exemple, afin de pouvoir décider s'il y a une aggravation ou non. Mais là, je pense, là, Mathieu, il a répondu à la question privée pour cette même question et pour lui aussi, et partout, enfin, sur le plan de la littérature, on traite si on met en évidence cette aggravation, si on objective cette aggravation. Alors, quelle est la place de la vitamine B6 orale dans l'épilepsie du nourrisson? Oui, la vitamine B6, en fait, c'est les Japonais qui utilisent beaucoup la vitamine B6, surtout dans le syndrome de West ou les spasmes épileptiques de façon générale. Et quand on lit la littérature, on trouve les protocoles thérapeutiques, par exemple, chez les Japonais, ils commencent par la vitamine B6 en première intention. Nous, bien sûr, en pratique, quand on utilise la B6, on va l'associer dans les syndromes de West qui sont pharmacorésistants ou au Sabril, à l'hydrocortisone. Donc, généralement, on va l'associer. Pour les autres épilepsies, généralement, ça n'a pas été démontré que la vitamine B6 aurait une action sur les autres épilepsies, mais chez le nouveau-né et le nourrisson, ça m'arrive toujours d'essayer la vitamine B6 parce que ça peut correspondre non seulement à une péridioxinodépendance qui va se manifester par une encéphalopathie épileptique précoce, mais on peut avoir une vitaminosensibilité qui se manifeste plus tardivement chez le nourrisson et donc, ça mérite d'essayer la vitamine B6 quand on n'a pas
une explication pour l'épilepsie. Quand on est face à une épilepsie qui résiste aux antiépileptiques, essayez la vitamine B6, mais même si réellement, on ne sait pas, est-ce qu'on a vraiment des épilepsies vitaminosensibles à la vitamine B6 chez nos nourrissons. Oui. Alors, quelle est la durée je suis désolée parce qu'il y a des questions qui arrivent. Donc, si spasme symptomatique, Sabri, le corticoïde en première intention. C'est vrai que nous, on commence toujours par le Sabril, même sur des lésions d'anoxo-ischémique, parce que c'est plus simple, c'est plus facile de commencer par les corticoïdes. Mais c'est vrai que quand on a des spasmes sur une lésion, par exemple un AVC, ou la réponse au Sabril, il n'est pas toujours certaine et parfois on est obligé de passer à l'hydrocortisone. Mais généralement, on ne va pas tarder avec le Sabril, donc on ne va pas faire, par exemple, une semaine 100 mg, puis une semaine 150. Et même on trouve, il y a des protocoles que si le malade ne répond pas à 48 heures de traitement par Sabril, on peut passer à la corticothérapie. Donc c'est vraiment ajusté, donc on ne va pas vraiment s'acharner et dire non, il faut faire 15 jours de Sabril avant de passer à la corticothérapie. Donc ça va dépendre de la réponse. Alors, une question qui est vraiment pratique, c'est que quelle est la durée du traitement par la dépakine dans le syndrome de West? La dépakine. Oui. La dépakine. Effectivement, dans les épilepsies de l'enfant, de façon générale, que ce soit encéphalopathie épileptique ou non, on n'a pas vraiment une durée exacte du traitement. Ça dépend du syndrome épileptique, de la réponse au traitement. Bon, généralement, dans un syndrome de West, quand on obtient l'arrêt des crises et l'amélioration de logique, c'est-à-dire quand on n'a plus de spasme, on n'a plus d'hypsarythmie, il faut avoir le délai de 2 à 5 ans sans crise, parce que ça, c'est le délai général d'une épilepsie. Dans un syndrome de West, si on sait que c'est un syndrome de West avec lésion cérébrale, c'était un syndrome de West difficile à équilibrer par le Sabril, par l'hydrocortisone. Donc, généralement, on a tendance par la suite à prolonger la dépakine un peu plus que 2 ans. On ne peut pas se permettre d'arrêter après 2 ans. Ça peut être 3 ans, ça peut être 4 ans. Donc, c'est au cas par cas. Justement, enfin, j'ajouterais possible que la dépakine n'est pas le premier traitement à donner en cas de syndrome de West, de spasme. Ouais. L'efficacité n'a pas été vraiment démontrée, mais que après, en cas d'échec, la dépakine doit être utilisée quand on arrête un peu. Oui, Tout à oui, fait. comme traitement addictif, oui. Alors, l'épilepsie focale équilibrée sous traitement, il faut arrêter le traitement en cas d'absence de crise. On ne peut pas répondre en fin de compte. Épilepsie focale équilibrée sous traitement. Faut-il arrêter le traitement en cas d'absence de crise? Oui, si c'est une EPCT. Effectivement, si aussi c'est une EPCT ou c'est une épilepsie qui a été rapidement équilibrée, là, parce que le délai d'obtenir la réponse, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les facteurs pronostiques, quand le malade fait beaucoup de crises fréquentes ou des clusters de crises au début, donc ce sont des malades, quand on arrive à les équilibrer, quand on a une épilepsie focale avec lésion, à mon avis, il ne faut pas se précipiter sur l'arrêt du traitement, et même l'expérience clinique, on a eu beaucoup de malades que par la suite, on a du mal à les équilibrer de nouveau. Donc, ne pas se précipiter quand il y a une lésion cérébrale et quand le malade était difficile à équilibrer dès le début. Surtout la malformation corticale de l'Ugérie, on n'a pas encore, moi je n'ai pas encore trouvé de solution pour ces parents. Là, pour ces patients, là, il faut vraiment penser à la chirurgie en fin de compte. Ça, c'est une autre possibilité thérapeutique. Alors, nous arrivons à la question, c'est quoi une épilepsie autolimitée? Ouais. Les épilepsies autolimitées sont ce qu'on appelait avant les épilepsies idiopathiques, telles que l'épilepsie absence, le PCT. Donc, ce sont des épilepsies autolimitées, donc, qui vont, dans tous les cas, disparaître avec l'âge, mais dans certains cas, il faut les traiter. On ne peut pas attendre leur disparition spontanée avec l'âge. Tout à fait. Alors, quel est le protocole de la prednisone dans le syndrome de West?
Le protocole du prednisone dans le syndrome de West, c'est comme le protocole de l'hydrocortisone, c'est-à-dire on va faire 15 jours pleine dose avec un contrôle EEG et après on va faire un arrêt progressif, sauf que la dose, elle change. Donc l'hydrocortisone, c'est 15 mg kilo pour le nourrisson inférieur à 1 an, 10 mg kilo pour le nourrisson supérieur à 1 an. Et la dose de prednisone, il faut juste diviser par 4. Comme ça, on retient les doses. Voilà, donc, en cas de spasme associé à d'autres types de crises, notamment myoclonique, faut-il associer la dipakine au Sabril? Là. Ça aussi, on est assez souvent embêté en clinique, oui, quand on a aussi bien des spasmes et des myoclonies. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir les spasmes et les myoclonies en même temps, mais on a eu des cas, après le début du Sabril, il y a un dévoilement, si on peut dire, des myoclonies. Et dans ce cas, oui, on est obligé d'arrêter le Sabril et de passer pas à la dépakine parce qu'elle n'est pas vraiment efficace dans les spasmes, peut-être passer à la corticothérapie ou idéalement proposer le topiramate, qui est un bon antiépileptique aussi bien pour les spasmes, pour les myoclonies, pour les crises toniques. Voilà, durée du traitement par le Sabril et comment arrêter en cas de syndrome de West. Quand on a une disparition des spasmes, donc on maintient le Sabril pour une durée qui est à peu près de 6 mois. Et on va changer pour proposer un autre antiépileptique parce que le Sabril peut être un effet, il y aura un effet négatif sur le champ visuel. Et donc, quand on a, bien sûr, quand l'enfant, après les spasmes, il a un développement cognitif satisfaisant, donc il faut penser à l'avenir et à ses visions. Et donc, on va l'arrêter après 6 mois de la disparition des crises et le remplacer par un autre antiépileptique. J'ajouterais que dans certaines conditions, on est obligé d'aller un peu plus tardivement de l'état. Donc là, il ne faut pas vraiment le prendre comme étant une limite Oui, c'est pas. au couteau. Alors, question sur les crises fébriles. Est-ce qu'il y a des facteurs favorisant ou aggravant les convulsions et quand est-ce qu'on traite? Là, c'est un chapitre à part, les crises fébriles, oui. Donc, généralement, le facteur aggravant, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il veut dire par facteur aggravant des crises fébriles, c'est ça? Ou étiologie? Facteurs de risque de récidive des crises fébriles. Oui, les facteurs de récidive, oui. Pour les crises fébriles, donc les facteurs qui sont considérés comme facteurs de récidive, c'est l'âge de début avant 15 mois, quand la température elle est peu élevée au moment de la crise fébrile, c'est-à-dire ils vont faire des crises à 38 degrés. Quand il y a des antécédents chez les parents de premier degré de crise fébrile. Et l'autre facteur, c'est quand l'enfant, voilà, il fait une ascension, dès l'ascension de la fièvre, donc il va faire rapidement une crise fébrile dès l'ascension de la température. Donc, ce sont des enfants qui auront un risque de récidive des crises fébriles. Euh, pour le traitement de la crise fébrile, donc généralement on propose la dépakine, mais il faut savoir que ça permet de prévenir, mais pas à 100% de la récidive des crises fébriles, mais ça ne prévient pas l'évolution vers l'épilepsie. Alors, pour le cas qui associe, je pense, les spasmes et les myoclonies, d'après madame, notre amie, docteur Benchida, c'était un déficit en cofacteur mobile d'elle. Oui. Oui, ça c'est les métaboliciens qui... Oui, merci Abdel. Oui. Le diagnostic. Alors, la durée du régime pour les spasmes, là aussi, le régime cétogène, là aussi, ça dépend. C'est vraiment... Ouais. Mais en moyenne, c'est 2 ans à peu près. Donc, et après, c'est à discuter. Mais bon, généralement, il faut le maintenir 2 ans et après, on peut le prolonger un peu plus, mais idéalement 2 ans. À partir de quel âge peut-on prescrire le lévétiracétam en monothérapie? À partir de quel âge? Bah, si on suit l'AMM tunisienne, il ne peut être prescrit qu'à partir de l'âge de 4 ans et non pas en monothérapie, donc en association dans les épilepsies focales. En monothérapie, c'est à partir de 12 ans, si je ne me trompe pas, dans les épilepsies myocloniques. Donc, c'est 12 ans.
Ça, c'est les recommandations de l'AMM en Tunisie. Mais je ne sais pas pour les autres pays, parce qu'on sait bien que l'évétéracétin peut être utilisé même en période néonatale. Dans les épilepsies focales du nourrisson, il peut être utilisé en monothérapie. Mais là, on a des AMM tunisiennes, donc on le peut utiliser que plus tardivement. D'accord. Alors, quand est-ce qu'on arrête le Gardinal chez le nouveau-né? Là aussi, c'est... Arrête, Là, c'est-à-dire après des crises à la phase aiguë. c'est pas précisé, mais je pense là, enfin, ça dépend de cas, ça dépend de l'étiologie, ça dépend de l'évolution. Il n'y a pas de... Mais généralement, pour les états de mal en période néonatale, quand ils sont symptomatiques, par exemple, d'une hypoxo-ischémie, donc les nouveau-nés, quand ils sortent de la maternité, de service du néonat, ils n'ont pas de traitement. Si l'état de mal était rapidement jugulé par le phénobarbital, donc on va l'utiliser que pendant Pour les, l'hospitalisation, voilà. pour les crises occasionnelles, Ouais. symptomatiques. D'accord. Alors, en cas de syndrome de West, si avec la disparition des spasmes et apparition de crise myoclonique, faut-il arrêter, diminuer le sabril ou le switcher? C'est la même question. Quand on a la myoclonie, il faudrait bien éviter le sabril. Quels sont les critères pratiques d'arrêt du sabril et jusqu'à quel âge? Et quel est l'anti-épileptique associé à partir d'1 an dans le syndrome de West secondaire? L'âge idéal, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas un âge idéal. Donc, si l'enfant se développe normalement, si on a peur du rétrécissement du champ visuel, on peut euh, continuer le Sabril 6 mois à 1 an, donc c'est variable en fonction des cas, et le remplacer par notre antiépileptique. Mais si l'enfant il a une encéphalopathie sévère, que les spasmes étaient difficiles à équilibrer, donc on a tendance à prolonger plus qu'1 an, peut-être vers 2 ans, et par la suite, on peut changer par un autre antiépileptique parce que quand le syndrome de OS ne s'améliore pas, et l'enfant continue à faire des crises, quand il est âgé de 1 an et demi, 2 ans, il ne va plus faire de spasmes dans le cadre du syndrome de West, mais il a tendance à passer à un syndrome de Lennox-Gastaut. Donc, il faut avoir à l'esprit cette possibilité d'évolution. Et là, le Sabril, il est inefficace dans le syndrome de Lennox-Gastaut. Il faut plutôt la dépakine, le lamictal, donc ça dépend des crises qui existent. Donc, généralement, on ne peut pas le prolonger plus qu'1 an et demi, 2 ans maximum. Alors, je termine avec une question simple, la durée du traitement pour les crises fébriles complexes de la dépakine. Pour les crises fébriles, que ce soit simple ou complexe, quand on décide de traiter les crises fébriles, on va les traiter pendant en moyenne 18 mois. Pourquoi? Parce que pendant la première année qui va suivre la crise fébrile, la première crise, c'est le maximum de risque de récidive. Donc, un enfant qui fait une crise fébrile, plus que 50%, je pense, des récidives vont se passer pendant la première année qui suit la première crise fébrile. Donc, un traitement, si on décide de traiter les crises fébriles, que ce soit simple ou compliqué, il faut traiter minimum 1 an et demi, puis arrêter. Bon, voilà, merci beaucoup, professeur Kamoun. Merci beaucoup, professeur Milh, pour ces deux conférences très intéressantes et très passionnantes. Je remercie l'assistance qui est jusqu'à maintenant avec nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir échangé. Il y a quelques autres questions que Dr Kamoun et Dr Mlih vont y répondre directement. Et là, je termine en vous remerciant encore une fois, mais surtout en insistant pour dire que vendredi, nous avons une autre réunion, un autre rendez-vous, but in English. Et donc, on va parler pendant le webinaire en anglais, ça sera plutôt l'utilisation des moyens thérapeutiques, d'autres moyens thérapeutiques que le traitement médical. On va parler un peu de la stimulation, des stimulations profondes, mais aussi de l'épilepsie chez la femme en âge de précréation. Donc, on vous donne rendez-vous. Et merci encore. Merci beaucoup. Thank you, Denise, to us and for your help. And see you during the next seminar. Merci beaucoup encore et bonne soirée. D'accord. Bye.